Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très heureux de vous retrouver. Ça y est, le Giro a pris fin il y a tout juste quelques jours et on se projette déjà sur la suite vers le Tour de France qui va approcher dans un grand mois. Mais tout d'abord, avant de nous plonger dans toutes ces émissions de preview du Tour de France, etc. Il y a le Dauphiné qui va arriver très rapidement. On voulait vous faire un petit comeback, le comeback d'Écrase les pédales. On s'était quitté il y a quelques temps et voilà, on avait envie de vous proposer un petit épisode un petit peu sympa aujourd'hui. Donc voilà, c'est le retour de votre émission préférée. Et j'ai réuni la plus fine équipe d'Écrase les pédales avec à mes côtés puisque j'ai aujourd'hui avec moi Lolo. Comment ça va Lolo? Ça va super. On recommence les épisodes depuis le Mexique et puis je suis super content de retourner sur cette émission qui est quand même un peu notre péché mignon à tous, quoi. Tout à fait. Est-ce que t'as une équipe, t'as encore triché, t'as mis une équipe complète à une place ou non, cette fois-ci t'auras que des individualités? À la 10e place, il y a peut-être un conglomérat. Ah, mais, d'accord. petit. Comme d'habitude, c'est ta marque de Comme fabrique. c'est la 10e place, ça compte, tu sais. Bah oui, exactement, oui. Tout à Qu'est-ce que fait. ce serait un classement sans une grosse équipe? Bah ouais, tout à fait. Et en tout cas, il y aura peut-être une grosse équipe, mais en tout cas, il y a un as de Radio Fringale avec nous ce soir. C'est celui qui est à l'origine de tout, celui qui est à l'origine de Écrase les pédales. C'est Poppy. Comment ça va, Poppy? Écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Très heureux de se retrouver pour Écrase les pédales après avoir eu un Giro de folie qui vraiment nous a vraiment fait rêver. Et voilà, d'en repartir sur un épisode d'Écrase les pédales après ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis d'être ensemble à nouveau, c'est vraiment le top. Tout à fait. Petit reminder, hein, déjà si vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker toutes nos vidéos. Enfin voilà, ça nous fait toujours plaisir si vous voulez nous suivre. Et puis également en lien de la vidéo, vous trouverez en description de la vidéo, vous trouverez un lien si vous souhaitez adhérer à l'association pour nous soutenir. N'hésitez pas. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos champions qui en sont sans en être trop, puisque ça va être le thème de cette émission. Voilà, on a fait pas mal d'Écrase les pédales, un peu sur des profils un peu particuliers, et là on avait envie de rentrer un petit peu dans un truc qu'on a encore jamais fait. Voilà, on a parlé des punchers, on a parlé des sprinters, on a parlé récemment des Flandriens. C'était notre dernier numéro. N'hésitez pas d'ailleurs à aller l'écouter. Là, on s'est dit, on va pas prendre une catégorie de coureurs, mais on va plutôt prendre, quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire, en fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans la description, les gars. Alors, j'ai pas envie de parler non plus de losers parce que on va avoir que des champions dans notre classement. Mais on va parler plutôt d'anti Oliver Zoek, par exemple. C'est-à-dire vraiment des mecs qui ont été des grands champions sur une durée assez longue finalement, qui sont des noms très connus et pourtant dont le palmarès est pas forcément le plus fourni. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description, Poppy? Ouais, c'est une très bonne description, pardon. Voilà, c'est des mecs qu'on a toujours vu au top niveau, qui nous ont toujours fait rêver et on a toujours cru ouais, en vrai, il était super fort, très dominant, etc. Et quand on se plonge un peu dans le palmarès ou dans les résultats, on se dit, il y a que ça. Ou alors on se dit, attends, mais il manque ça en fait au palmarès. Donc c'est un peu des gars dans cette optique-là qui sont très forts ou qui ont été très forts bien sûr et qui malheureusement quand on regarde un petit peu en détail ce qui s'est passé, on se rend compte que il y a peut-être pas tant de résultats que ça et que mais dans la domination que nous on a pu constater, elle se fait pas sentir dans le palmarès. Tu me dis Loïc si je me trompe ou si tu veux ajouter, mais moi je les ai un peu vus comme ça. Moi, ça me paraît comme une très bonne définition, mais pour moi, il y avait aussi cet aspect où la loose est dans leur ADN, tu vois. C'était vraiment un truc où quand je vois ce coureur, il y a toujours des énormes espoirs avant la course, et après, je suis toujours déçu, ou j'ai toujours un petit pic au cœur. C'est vraiment des coureurs qui m'ont déçu. Voilà. Tout à fait. Écoutez, les gars, je pense que la définition est assez claire. Après, alors, on s'en est parlé un peu en off avant l'émission. Moi, j'ai été assez catégorique, on va dire, dans mes choix. J'ai pris le parti pris de me dire que si un coureur a gagné un grand tour ou un monument, je l'ai pas rentré dans mon classement. Vous, je crois que vous avez été un chouïa plus ouvert, on va dire. Oui. Pour moi, Ouais. c'était il y a des vainqueurs de grand tour et il y a des vainqueurs de
monument. Ouais, moi, il y aura pas de vainqueur de monument. Par contre, il y aura du vainqueur de grand tour, mais on s'expliquera, on aura nos raisons de pourquoi ils sont là aussi. Très très bien. Et bah, si vous voulez, on va tout de suite démarrer avec la très très fameuse zone de collecte. Ces coureurs qui bah, soit ont pas été des assez grands champions, soit été justement des trop grands champions. Je sais pas qu'un peu, voilà, comme c'est un petit peu subjectif, je pense qu'on a peut-être des coureurs très différents et des définitions assez différentes finalement de ces coureurs qu'on manquait un peu le coche parfois. Poppy, si tu veux commencer, est-ce que t'as mis des coureurs dans ta zone de collecte? Ouais, j'en ai mis quelques-uns, du actuel et du passé. J'ai mis notamment un mec, Jelle Van Endert, qui, mine de rien, souvent placé, J'avais souvent oublié. Et bah voilà. Oui. A une carrière qui est quand même assez longue. Premier résultat pro, on est sur les débuts des années 2000 et la fin, c'est vers 2019, donc on a quasiment 20 ans de carrière. Hein. C'est un peu comme les anciens du peloton à la Valverde ou à la Jens Voigt par exemple, ou Chavanel encore. Mais mine de rien, Jelle Van Endert, bah, quand on regarde le palmarès, il y a des deuxièmes places, il y a des podiums, il y a des top 10 un peu partout sur des courses très prestigieuses. Hein. Deuxième de l'Amstel en 2014 et en 2012 aussi. Il y a des top 10 sur la Flèche Wallonne, il y a les podiums sur la Flèche Wallonne, il y a de la classique Saint-Sébastien aussi dans le top 10. Enfin voilà, il y a beaucoup de courses où on le retrouve là, il est présent, il est aux avant-postes, mais finalement jamais réellement vainqueur et du coup bah, son palmarès en prend un sacré coup, puisque quand on est sur le palmarès de Jelle Van Endert, bah, au final il y a simplement cette victoire sur le Tour de France 2011 et puis ça s'arrête là. Donc ouais, c'est toujours un coureur qui a été quand même présent, mais malheureusement qui n'a jamais pu engranger bah, cette petite victoire qui aurait pu faire la différence. Ouais, sacré trouvaille, Pas Jelle mal. Van Endert, je l'avais sorti de ma Ah, ça va être un mémoire. peu ça. Hein. Loïc, J'avais disparu. est-ce que t'as un nom un peu sympa comme Jelle Van Endert à nous sortir? Non, moi je vais pas aller autant sur les petits détails. Moi il y en a beaucoup dans la zone de collecte. À vrai dire, c'était quand même très compliqué à faire comme classement. Euh, Moi, il y a par exemple un coureur comme Landa, tu vois, qui est dans la zone de Ah, collecte. moi aussi, Où dans la en zone de fait, collecte. Moi, il était aussi, ouais. ouais, parce qu'en fait, je l'ai pas rentré dans le top 10 parce qu'il y a quand même des plus gros losers que lui et que il a beaucoup bossé en fait, il a beaucoup bossé à la Sky, il a beaucoup bossé en fait dans sa carrière. Et finalement, bah, il avait plus un rôle d'équipier, mais il avait vraiment le potentiel d'être leader. Et à chaque fois qu'il avait un rôle de leader, il la choke, quoi. Pour moi, c'était vraiment un truc où, ok, sur les grands tours, t'as énormément d'espoir, et d'un seul coup, pof, il y a un truc qui se passe où il explose, où il tombe, où il y a un truc comme ça, quoi. Donc Landa, moi, c'est dans la zone de collecte. Mais il y a plus gros loser que lui. Est-ce que Ouais, vous- ouais, mais le truc. Non, vas-y, Tiens. Poppy. Vas-y. Là, je voulais dire, Landa, le truc, c'est que pareil, hein, je me suis fait la même réflexion, mais finalement, il a quand même été aussi beaucoup équipier, coéquipier chez Astana, dans la Sky, etc. Et donc, il arrive en leader sur les courses dans une période qui est un peu plus compliquée, où on retrouve voilà, du Vingegaard, du Pogacar, etc. C'était plus compliqué pour lui, donc c'est un peu plus dur de le mettre. Moi, j'ai eu du mal à le rentrer dans le top 10 par rapport à ça, mais ouais, ça a clairement été. C'est clairement un coureur qu'on trouve quand même. Voilà, c'est un bon rouleur, c'est un très bon grimpeur aussi. Mais malheureusement, bah, il n'y a pas de victoire majeure pour Mikel Landa. Donc, ouais, forcément, on y pense. Ouais, est-ce que vous avez encore quelques petits noms comme ça à balancer? Ouais, Moi, ouais. Euh, Ouais, vas-y. vas-y. moi, j'ai un coureur comme. Alors, Guillaume Martin, il est pas rentré dans mon top 10 parce que c'est un grand champion pour être rentré dans le top 10. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, alors le personnage, je l'apprécie, je trouve que ça apporte quand même une chose différente dans le vélo. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Mais par contre, pour aller faire des top 15 sur les grands tours tout le temps, quoi. C'est un leader qui fait des top 15 tout le temps, il va jamais chercher de victoire, c'est très rare. Il gagne cette saison, alors qu'il change d'équipe, etc. C'est cool. Mais pour moi, c'est vraiment bah, il y va. J'ai pas beaucoup d'espoir et je suis quand même déçu. Enfin, il sait parfaitement se placer, il sait parfaitement rentrer dans l'échappée pour retourner dans le top 15 ou quand il est lâché, etc. Mais il y a jamais d'étincelle, il y a jamais rien, quoi. Donc c'est toujours très décevant, je trouve. Mais ça reste un coureur qui est très fort et
Mais c'est juste il a pas gagné assez de courses et il a pas assez donné d'espoir pour entrer dans le top 10, on va dire. Mais en vrai, c'est bien parce que C'est un trop gros loser pour être dans le top 10. Il est top 15 de ton top 10. C'est beau. C'est ça, exactement. Ça correspond bien, tu vois. C'est exactement ça. T'as un autre nom, Poppy? Ah ouais. Ouais, bah je pense à des mecs comme par exemple Jürgen Van Den Broek. Ah ouais, sacré loser celui-là. Ouais, qui est très très fort aussi. C'est un peu le même profil que finalement Van Den Bert, mais je le trouve encore un peu plus fort. Il était lui beaucoup plus axé quand même sur des courses d'une semaine et des grands tours, mais voilà, finalement c'est des pareils, des top 10, des podiums, et il y a finalement à son palmarès, il y a simplement ce titre de champion de Belgique du chrono. Mais voilà, c'était un excellent rouleur, hein, du coup, par la même occasion, et qui aurait pu obtenir des meilleurs résultats. Je pense par exemple sur des critériums, etc. Mais il a jamais réussi à passer un peu ce step, alors que pourtant c'était un coureur qui était quand même très très fort, hein. Il faut pas non plus oublier ça. Et ouais, bah Van Den Broek, malheureusement, il y a pas de résultat en, en attente. Et puis surtout, bah il y a beaucoup aussi d'abandon, il y a pas mal d'abandon ouais, d'abandon. J'allais dire de non partant, mais enfin du coup abandon aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est assez compliqué pour Jürgen Van Den Broek, qui avait pour moi quand même les capacités d'aller chercher des gros résultats, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, moi aussi, dans le même ordre d'idée, j'ai un José Babelocchi, qui fait quand même 2 fois troisième d'un Tour de France, 1 fois deuxième d'un Tour de France, 1 fois deuxième, 1 fois troisième d'une Vuelta. Donc le mec a trusté les podiums de Grand Tour, mais quasi aucune victoire dans sa carrière. Donc bah voilà, c'est quand même un peu la loose. Et puis j'avais un mec comme Frank Schleck par exemple, là où Andy lui a réussi à aller gagner Oui. a réussi à gagner un Liège-Bastogne-Liège, a gagné un Tour de France, certes sur tapis vert, mais il l'a gagné. Bah voilà, Frank Schleck, il a gagné très tôt une Amstel en 2006, et puis derrière finalement, bah il a enchaîné un peu les podiums sur Liège, sur le Tour de France, il fait 3e, mais à la fin le palmarès de Frank Schleck, il est pas non plus, il a des victoires sur des courses sur le Tour de France, etc. Mais par rapport au potentiel, je trouve que finalement il a pas mal choc, voilà. Donc et puis pareil il a un rôle différent aussi. Il y avait un rôle différent de Cléson. C'est vrai, mais finalement quand tu regardes, Frank Schleck, pour moi c'est un nom qui résonne, et le palmarès c'est pas incroyable. Et j'avais un dernier nom un peu dans la même lignée, c'est Adam Yates. Tu vois, je le trouve bien plus fort sur sa carrière globalement que son frère. Mais son frère, il a une Vuelta, il a un grand tour, et Adam Yates. On va parler de son frère pour moi. Ah bah voilà, mais moi en tout cas Adam Yates, voilà, c'est un peu une déception parce que très fort sur la globalité de sa carrière, mais il y a cette belle 3e place sur le Tour de France, mais en termes de résultats marquants, que ce soit sur un grand tour, une classique, etc., bah il a souvent été proche, mais finalement voilà, c'est pas une carrière décevante du tout, ouais. Mais j'aurais pu imaginer mieux pour Adam Yates. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez encore des noms ou on passe au top 10? Non. Non, c'est bon. Un tout petit dernier, moi j'avais noté Steven Kruijswijk. Ah, j'y ai pensé aussi. Pardon. Mais en fait, moi il est dans mon top 10. Ah bah voilà, on en reparlera alors. Oui, il est dans mon top 10 et il est même très haut dans le top 10 parce qu'il m'a beaucoup déçu. Mais après, c'est un classement qui est pas plus subjectif que les autres, je trouve. Donc on va avoir beaucoup de coureurs qui seront pas du tout dans le top 10 des autres, je pense. Ouais, non, mais moi j'y ai pensé à Kruijswijk. J'ai vraiment cette image de lui qui chute dans la neige là, qui se retrouve. Mais bon, bref, on en reparlera plus tard. Mais je l'ai pas. Voilà, fallait faire des choix, donc je l'ai pas mis dans le top 10. Mais c'est vrai qu'il aurait pu y figurer. Et bah du coup, Lolo, je vais te laisser démarrer avec ta 10e position de ton classement. Oui, donc moi j'ai mis 2 coureurs dans ma 10e position, mais c'est l'excuse, c'est qu'ils ils étaient dans la même équipe. Du coup pour moi, en fait c'est Primož Roglič, il est 10e, mais il devrait pas vraiment être dans ce top 10 parce que c'est un immense champion, c'est un des plus grands champions de notre ère. C'est dur là. Mais en même temps, pour la planche des belles filles, je peux pas. Ça lui colle à la peau, hein. Tu peux pas. Enfin, c'est juste le plus grand champion qui n'aura jamais gagné le Tour de France et qui ne gagnera jamais de Tour de France. Pour lui, cette image-là de tomber tout le temps ou de se casser, enfin,
on dit toujours il a besoin de roulettes, il tombe tout le temps au mauvais moment, il est toujours en train il a toujours un problème. Et en fait, malgré qui devrait pas être dans ce top 10 parce que Wout van Aert, il a gagné un monument, il a gagné énormément de choses, mais en fait, il aura toujours ce problème où il gagnera jamais sur Paris-Roubaix, enfin, il a encore jamais gagné sur Paris-Roubaix, il gagnera jamais sur le Tour des Flandres où il gagnera peut-être plus tard, mais il y a toujours cette image de la loose, quoi. Et pourtant, c'est des coureurs que moi je trouve super attachants grâce à ça, mais en fait, c'est la paire des Jumbo de l'époque où je me dis, je les mets à l'entrée du top 10, même s'ils devraient pas y être parce que c'est deux immenses champions. Mais du coup, ils rentrent dans ce top 10 par image, en fait. Pour moi, c'est comme je le dis, ça a été un top 10 super subjectif et je pense qu'on aura j'aurai des noms très différents parce que, en fait, c'est des trucs où c'est des impressions, quoi, plus que des choses objectives. Ouais, moi j'entends clairement ce que tu veux dire parce que j'ai pensé à mettre Wout van Aert, mais j'ai du mal parce que mine de rien, les palmarès ils sont quand même monstrueux et Van Aert pour son excuse, j'ai envie de dire, c'est un énorme loser. Alors après il a beaucoup de victoires, il a quand même un monument, il a quand même aussi gagné l'Estradé, l'Amstel, etc. Il a cette année 2022 sur le Tour de France où il est monstrueux, genre vraiment c'est limite lui l'ogre de la course à un moment donné. Mais le truc de Wout van Aert qui pour moi le fait retirer de mon top 10, c'est qu'en fait juste il est tombé sur plus fort que lui dans un exercice. Ce plus fort, on le sait, c'était Van Der Poel. Et oui, les moments donnés où Van Der Poel n'était pas là, il a noué énormément de malchance, etc. Mais ça n'empêche que ça a été un coureur extrêmement dominant. Et aujourd'hui, quand on regarde le palmarès de Van Aert, on se dit évidemment. Et quand on voit qu'il n'y a pas de Tour des Flandres, qu'il n'y a pas de Paris-Roubaix, et qu'on comprend la raison, c'est qu'il y a un gars qui est à côté qui domine dans leur confrontation. Et en fait, on n'y peut rien. Et sur le coup, moi, ça m'a fait retirer Van Aert de mon top 10 parce qu'à un moment donné, il était rentré, mais je l'ai refait ressortir par rapport à ça où je me suis dit, oui, certes, il n'a pas forcément les résultats sur les courses sur lesquelles on l'attend, mais en fait, il n'y peut rien. C'est juste qu'il y avait deux autres personnes de mais justement, pour moi, c'est ça le loser. C'est ça l'image du loser, c'est quelqu'un qui se fait taper au dernier moment à chaque fois. Ouais, mais pour moi, il se fait pas non plus taper au dernier moment, tu vois. C'est vraiment qu'il est un cran en dessous d'un mec comme Van Der Poel. Il lui manque le tout petit truc. Mais le palmarès qu'il a à côté, cette année 2022, etc., c'est quand même de la folie. Il y a des victoires d'étape. Enfin, il a gagné sur tous les terrains. Donc c'est un énorme champion. C'est comme Roglic, c'est un énorme champion. Oui, mais pour moi, il y a quand même ce truc sur les classiques ou sur le truc où il devrait être le plus puissant et auquel on l'a toujours dit qu'il gagnera un jour en Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Il l'a jamais gagné. C'est vrai. Et il y a toujours jusqu'au jour où il gagnera une de ces deux courses, il rentrera dans cette image de loser pour moi. Même parce qu'il est tombé face à plus fort, mais c'est juste que c'est subjectif et par rapport aux attentes. Il y a beaucoup les attentes en fait aussi, je pense. Ouais. C'est un débat intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez d'un coureur comme Van Aert. Est-ce que vous arrivez à le rentrer dans ce top 10 ou pas? Moi, j'y ai pensé et j'avoue que si m'étais pas mis la règle que Van Aert avait gagné Milan-San Remo et que du coup il avait son monument, je l'aurais mis dans ce classement. Mais c'est quand même sévère parce que il y a Van Aert qui fait péter Pogačar. Enfin, le Tour de France 2022 de Van Aert, c'est juste un des plus gros trucs en vélo que moi j'ai jamais vu. Enfin voilà. Donc en fait, il y a surtout cette image où il choque sur les deux Flandriennes. Qui est un petit peu dur pour lui, Van Aert, mais voilà. Et Roglic, je te trouve très dur quand même là-dessus parce que le palmarès c'est juste monumental. Et c'est vrai que c'est dur, hein. C'est cette image qui restera toujours de Roglic, le casque de travers dans la planche des belles filles. C'est vrai. Mais ça le quittera jamais. Ouais, ça le quittera jamais. Et puis en même temps. Le palmarès est juste monstrueux. Et moi, j'ai aussi cette image de sniper qui va chercher des multitudes de victoires. Donc, je peux comprendre, mais un chouïa sévère, à mon avis. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça s'entend carrément, par contre. Mais sur le catégorie loser, ça s'entend. Mais ouais. Débat intéressant pour démarrer. Poppy, est-ce que tu vas autant nous générer de la discussion avec ta 10e place? Non, parce que vous en avez déjà parlé. C'est Frank Schleck, moi, que j'ai mis en 10e. Parce que vous avez déjà quasiment tout dit, il y a du gros résultat, etc. Mais en fait, Frank Schleck, c'est un coureur très très fort qui a beaucoup, moi je trouve, vécu dans l'ombre de Andy.
Et on se souvient beaucoup d'Andy Schleck, mais pas beaucoup et peut-être pas assez de Frank Schleck pour moi. Sur son palmarès, en fait, c'est simple, hein. Il y a Tour d'Émilie et puis et puis aussi son tour enfin, ses multiples titres de champion du Luxembourg. Mais Frank Schleck, c'est un mec qui était très à l'aise sur énormément de courses, que ce soit sur de la classique. On se souvient, hein, deuxième de Liège en 2011. Il a été aussi la même année troisième du Tour. Enfin, il a été présent sur tellement d'aspects, tellement dominant. Quand tu vois le nombre de courses auxquelles il participe par saison, c'est quand même assez exceptionnel. Il est toujours là, toujours au rendez-vous. Mais malheureusement, en fait, il lui manque cette petite victoire, ce petit truc en plus. Il y a cet Amstel en 2006, on l'a dit. Mais tu vois, c'est un coureur qui pourrait avoir et l'Amstel, il pourrait avoir gagné, enfin il pourrait avoir une Amstel de plus par exemple, il pourrait avoir gagné Liège, il pourrait avoir peut-être une course d'une semaine aussi à son palmarès. Le fait qu'il gagne la Flèche Wallonne, franchement, ça s'entend aussi. Ce Tour d'une semaine, il l'a, hein, avec le Tour de Suisse, mais je m'attends à pour qu'il en gagne peut-être plus, tu vois. Donc Frank Schleck, il a deux résultats intéressants, ce Tour de Suisse et cet Amstel. Mais pour moi, il y a deux choses. C'est l'ombre que lui a fait Andy, puisqu'on se souvient d'Andy, voilà, qu'avec son duel contre Tador, etc., sur les grands tours, tout ça, 2011, Tour de France, bref, tout ce qu'on lui connaît. Euh, il y a aussi ce côté il m'en manque un peu pour Frank Schleck, quoi. Son palmarès ne résume pas assez le coureur qu'il est aujourd'hui. Il a un palmarès, on en parlait tout à l'heure, quasiment égal à Adam Yates, finalement, parce qu'Adam Yates, lui aussi, a une course d'une semaine. Je crois qu'il a d'ailleurs le Tour de Suisse aussi. Et bon, il a pas de classique, mais il joue pas sur ce terrain-là. Et au final, bah moi, Frank Schleck, je le trouve quand même un poil plus dominant, un poil plus fort, un poil plus présent qu'un mec comme Adam Yates. Mais bon, après, il y a aussi ce côté, il a été équipier, il y a Frank Schleck a été équipier, etc. Mais il a toujours été présent, toujours été capable de se mettre aussi dans le rôle qu'on lui donnait. Et malheureusement, pour moi, Frank Schleck, il lui a manqué un petit peu. Et voilà, c'était aussi pour rendre un peu hommage à l'aîné des frères Schleck. T'as Toi, Titien, du coup. Ouais, bah, voilà. Non, moi, j'ai rien de plus à tout dire a non été plus, dit. t'as tout, Ouais. je suis d'accord avec toi. Bah moi j'ai pas mal de Flandriens dans mon classement et en 10e position j'ai mis George Hincapie. Hincapie qui était qui est connu pour être sur le Tour de France, un fidèle lieutenant d'Armstrong, mais qui était surtout connu pour être le Flandrien de l'équipe. Chaque année, il allait sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour gagner. Il a un nombre incroyable de top 10. Il a fait 2e de Roubaix, 3e de Roubaix. Il a fait 3e du Tour des Flandres. Enfin, chaque année, quasi, il était dans le top 10. Et bah chaque année, il a jamais réussi finalement à gagner aucune de ces deux Flandriennes. Finalement, son palmarès, il est hyper maigre. Hein. Il a gagné une fois la panne. Il a un gant Wevelgem, mais voilà derrière. C'est un peu tout pour Georges Hincapie. Moi j'ai vraiment tu vois, entre les équipes de Muséo, les équipes de Van Petegem, il y avait un peu Hincapie qui était tout seul pour l'US Postal. Chaque année on se disait ça va être l'année de l'américain, etc. Et puis finalement bah ça ratait toujours sur les Flandriennes. Quand tu vois qu'il y a des mecs à côté comme Stefan Weisman qui a pas fait forcément une grande carrière flandrienne et qui gagne un Tour des Flandres, des mecs comme De Volder qui gagnent 2 Tours des Flandres et qui font rien d'autre sur les Flandriennes, bah lui c'était l'image pour moi du mec là chaque année on l'annonçait, on se disait ça y est il va gagner, etc. Et puis finalement il a jamais fait mieux qu'une 2e place sur un Paris-Roubaix. Donc voilà, je l'ai mis en 10e position de mon classement parce que pour moi c'était quand même un mec très fort mais qui ratait le coche à chaque fois sur ces deux grands objectifs. Pour moi, il a vraiment l'image de l'équipier pour. Ah bah après oui, Armstrong, c'était l'équipier d'Armstrong sur le Tour de France. Est-ce qu'on est bon sur la 10e place? Ouais. Oui. Et bah, Pour moi, oui. Et bah Loïc, allons-y sur ton 9e. Alors, mon 9e, c'est un Espagnol. Il s'appelle Enrique Mas. Je sais pas si vous connaissez. Pour moi, il a vraiment cette image de énormément d'espoir. Coureur qui n'a en fait jamais gagné sur un grand tour. Il a toujours été. Et c'est Monsieur La Vuelta qui fait toujours un podium au classement général de la Vuelta. Mais il est jamais. Il est toujours extrêmement fort. T'as toujours l'impression qu'il est extrêmement fort mais finalement il pèse pas sur la course. Il attaque, mais il attaque jamais. Ou il est toujours très timide. Et en fait, sa seule victoire de course par étape, c'est le Tour de Guangxi. Par rapport au potentiel qu'il a, et sachant qu'il court depuis quand même quelques temps,
Après, comme beaucoup, en fait, il est tombé dans la mauvaise ère aussi, ou avec les Vingegaard, les Pogacar, etc. Mais en fait, c'est étonnant qu'il n'ait pas fait plus de choses. Enfin, il me semble qu'il fait un top 5 sur le Tour de France aussi. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui avait vraiment le potentiel d'aller au moins chercher une Vuelta plusieurs fois. Et moi, à chaque fois, Mas, j'ai l'impression qu'il est extrêmement fort et il me déçoit à chaque fois qu'il va sur une course par étape. Et il a vraiment cette image de loser et de quelqu'un qui impacte très peu la course malgré ses qualités, quoi. Poppy, t'as une réaction sur Enric Mas? Je suis d'accord à 100%. Enric Mas, c'est à chaque fois les attentes pour rien, quoi. Genre, je pense qu'on a ce côté, c'est un Espagnol, donc forcément c'est un coureur qui doit animer la course, mais voilà, on se souvient de ses attaques sur le Tour de France, sur la dernière étape de montagne, pour essayer de gratter 10 secondes au classement général, et c'est tout. C'est pas un animateur de course incroyable, on a toujours des attentes autour de lui, on se dit, bon allez, c'est bon, là ça va le faire pour Enric Mas, ça va être assez sympa. Mais voilà, il n'y a jamais ce truc, c'est pas un coureur qui fait rêver non plus, mais moi je l'ai pas rentré par rapport à une chose, c'est que je me suis dit, en vrai, Enric Mas, même s'il est très fort, je le trouve pas extrêmement dominant. Je l'ai jamais réellement trouvé très très dominant, à un point où je me suis dit, ah ouais, là, Mas, il est quand même, ouais, il est costaud, ok. En vrai, oui, sur le Tour d'Espagne, il a des résultats comme ça, mais je le trouve pas assez consistant sur toute une saison. Et malheureusement, c'est souvent le coureur qui tient la roue et après qui lâche, quoi. En fait, limite, l'image que j'ai de lui, c'est un Guillaume Martin, mais en plus fort. C'est un peu l'image que j'ai d'Enric Mas. Un peu mauvais, mais c'est pas forcément un coureur que je porte énormément dans mon cœur, même si le voir faire un bon résultat, ça me ferait vraiment plaisir. Mais ouais, j'ai un peu cette image-là de Enric Mas. Mais je suis clairement d'accord avec tout ce que tu as dit, Loïc. Bah, je suis d'accord et j'en parlerai plus tard. Poppy, 9e place. Ouais. Bah, c'est un peu le même système. Moi, j'ai mis Fabio Aru ici. Oh. Bah ouais, mais parce un grand que, tour quand même. Un Mais grand quand tour, même, une ça, Vuelta 2015. Je vais rien dire, moi. Bah bon. Maillot jaune aussi sur le Tour de France, etc. Mais en fait, à Rouge, j'ai l'impression que, tu vois, il arrive très tôt. Il y a ce duel avec Contador sur le Giro 2015, etc. Où il porte même le maillot rose. Derrière, il gagne le Tour d'Espagne. Donc, on se dit, bon, voilà, Fabio Aru, quand même, meilleur jeune en plus du Tour d'Italie cette année-là, etc. On s'attend pas à ce que ça tombe rapidement. Quand on est en 2015, il a 25 ans, il a 24 ans, je crois. Parce qu'il est de juillet. Mais on a un coureur qui, quand même, montre une forme et un profil très type Grand Tour. En plus, qui puisait un Italien. Et finalement, on a ce Tour de France 2017 pareil où il est présent. Mais derrière, il y a plus rien, quoi. Ça s'arrête rapidement pour Fabio Aru. Et finalement, on a un prime qui est sur 3, qui est sur, qui est sur 3-4 ans. Et c'est léger pour un coureur comme Fabio Aru. Moi, quand je le voyais courir, notamment quand je l'ai vu courir en 2015 sur ce Giro, je me suis dit, ah, en vrai, Aru, il envoie sur cette Volta, il est quand même très très fort. Et tu peux pas penser à ce que 2 ans plus tard, il y ait plus de résultats, quoi, et qu'il se fasse complètement dépasser partout. Il y a une image aussi d'Aru au Tour de France, alors je sais plus quelle année c'est, je me demande si c'est pas 2016, où il est complètement en perdition à l'arrière, et je trouve que malheureusement, il est, je ne sais pas en 2016, je sais plus sur quelle année c'est, bref, où il est complètement en perdition. Et voilà, Aru, ouais, mine de rien, certes, il a été très très fort, mais en fait, c'est un palmarès qui est sur 3 ans, et pour moi, c'est une énorme désillusion. J'avais tellement plus d'attentes envers Fabio Aru, et il n'y a pas ces résultats-là, quoi. Il lui manque quand même quelques trucs. Et ouais, je sais pas, moi j'avais envie de le mettre ici, parce que je trouve que mine de rien, quand ta carrière dure 4 ans, bah, c'est que t'es quand même un bon loser, quoi. Oui, bah en même temps, t'as gagné pendant 4 ans. Ouais, Ouais. mais Moi, je suis assez partagé là-dessus, en fait. D'un côté, C'est tu dur, te dis tu vois. qu'il y a une déception, et d'un autre côté, bah ouais, putain, moi j'ai des mecs dans le classement, ça fait 15 ans quasi qu'ils sont à l'affiche, et puis il y a toujours rien, quoi. Et lui, en 4 ans, il a quand même, je trouve, claqué un grand tour, donc je peux comprendre c'est surtout sa fin de carrière, hein, vraiment, où t'as l'impression qu'il était à l'agonie tout le temps, Ah ouais. qu'il avait un petit couteau face aux armadas, mais
Mais putain, il a quand même tapé un grand tour et il a fait douter le grand Contador sur le Giro 2015. Donc ouais, je dirais pas que il a une fin de carrière difficile, ça a pas duré longtemps, mais il a tapé son grand tour mine de rien et il y en a qui sont toujours à la recherche de ça aujourd'hui quoi. Donc ouais, je trouve ça un peu sévère on va dire sur le pauvre Fabio Aru. Je sais. Je comprends. Mais en fait, c'est l'image que j'avais de lui, hein, vraiment, où je le voyais ultra virevoltant en montagne, très aérien, très à l'aise. Quand il gagne aussi à la planche, je le trouvais tellement fort. Ah là, il était trop fort. Bah ouais, et tu vois, et tout d'un coup, tout s'arrête et il n'y a pas plus. Et t'es en mode, il me manque quelque chose, quoi. Il me manque quelque chose avec Fabio Aru. Et c'est pour ça que je l'ai mis là, quoi. Parce qu'il me manque quelque chose. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de coureurs dans ce classement. Ouais, écoutez, c'est vrai. Mais c'est bien, je pense qu'on va avoir des coureurs très différents. Bah moi, en 9ème position, j'ai Brian Cocard. Je sais pas si vous voulez rentrer dans votre classement, mais moi, il pouvait être dans zone de collecte. Mais Brian. Mais il a énormément gagné. Un boyau. Voilà. C'est la loose parce que à un boyau après, ça aurait été un sprinter. La carrière a pris une tournure différente. Faut se dire que Brian Cocard, on a dû attendre le Tour Down Under 2024. Donc il y a un an et demi de ça pour qu'il remporte sa première victoire World Tour. Brian Cocard, c'est un nom qui est là depuis 2012-2013. Pour moi, quand il a commencé, c'était un des mecs des sprinters français sur lequel j'avais le plus d'espoir. Il passait bien les bosses. Il avait un kick de fou. Et je me suis dit, mais lui, il va nous faire une carrière encore meilleure que Desmar et Boigny. Et puis finalement, il a failli gagner contre le très très grand Marcel Kittel, mais non, il l'a pas gagné. Et depuis, Brian Cocard, pour moi, c'est un coureur sur lequel je suis. C'est assez décevant, quoi. T'as l'impression que finalement, si tout n'est pas parfaitement placé, au bon moment, ça arrive quasi jamais. Et voilà, il y a quelques fulgurances, comme l'année dernière au Tour de Suisse, où il gagne une étape, mais encore une fois, parce que Arnaud Delis, il des choses, je pense que sinon il se faisait manger. J'ai l'image de Brian Cocard au Tour de France l'année dernière, je me disais, c'est vraiment une arrivée pour lui, celle que Guermail gagne, là, en montée, là, où ça montait dans le dernier kilomètre, et puis, en fait, il se découvre à 300 mètres, il se fait complètement déborder. Voilà, moi j'attendais une autre carrière pour Brian Cocard. Je suis quand même déçu. Alors oui, il y a beaucoup de victoires, mais ça reste des victoires. Voilà, en World Tour, il y en a 3, 2 au Tour Down Under, une au Tour de Suisse. Donc pour moi, c'est insuffisant. Et ouais, j'ai cette image de Brian Cocard cette carrière pour moi qui s'est jouée à un boyau. Il a jamais été aussi fort qu'à ce moment-là. Et depuis cette défaite, on va dire, face à Marcel Kittel, je trouve qu'il a fait que régresser Brian Cocard, ou en tout cas, il a pas progressé comme je l'attendais, donc je l'ai fait rentrer dans mon classement. On peut ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est un peu la loose Brian Cocard par rapport à ce que j'attendais, et dès que je l'attends, il me déçoit, on va dire. D'accord, à 100%. C'est clair que quand il est face à Marcel Kittel, on se dit, waouh, en vrai, Cocard, il rivalise avec le grand Kittel, quoi. C'était pas Kittel, c'était Kittel, c'est quoi. le grand Marcel Kittel. Et c'est quand il baisse la tête, tu sais, la révélation, là où il baisse la tête et il fait, ah purée, c'est pas passé loin. Là, tu te dis, et c'est peut-être là la fin de Brian Cocard. Et en fait, il y a aussi cette image d'un coureur que tu vois tout le temps placé dans les sprints, tout le temps à l'avant. Alors, certes, il avait pas l'équipe pour l'amener, mais il était toujours là, mine de rien. Il avait ce petit gabarit un peu qui arrivait à se faufiler, ancien pistard, etc. Beaucoup de choses pour lui. Et en fait, après, quand tu regardes le classement du maillot vert, tu fais, ah ouais, en fait, Cocard, il est 5ème du classement du maillot vert. Ah ouais. Et c'était un peu ça, Brian Cocard. C'était le coureur très très fort, très très puissant, mais où tu te dis à la fin, quand tu regardes, tu fais, ah mais il est que là? Ah, il est que ici? Ah ok, je pensais que c'était mieux. Et j'ai toujours eu des attentes, j'ai toujours pensé que Brian Cocard avait eu de meilleurs résultats que ce qu'il a finalement. Et clairement, du coup, juste pour ça, ça rentre largement dans le top 10. Je suis d'accord avec toi, Titien. T'as un commentaire, Loïc, ou on passe à la suite? Pour moi, il a vraiment l'image. Il a gagné énormément, donc il tapait dans ma zone de collecte, mais il est tombé. En fait, pour moi, il a jamais été surdominant non plus. En fait, il a jamais eu le potentiel non plus d'aller gagner énormément au World Tour. Donc, c'est un peu compliqué de le mettre aussi dans ce top 10 parmi les grands noms qu'il y a autour, quoi. Eh ben écoute, je comprends aussi le point de vue. Je vais te laisser dévoiler ta 8ème place.
Alors pour moi, parlant de grand nom, ma huitième place c'est Monsieur Simon Yates. Alors il a gagné un grand tour en effet, il a gagné une Vuelta, mais en fait moi ce qui reste pour moi c'est l'image de son Giro en fait quand il explose complètement. Enfin il est premier, il surdomine le Giro pendant 19 étapes. Et en fait, il explose complètement, il disparaît, il finit dans les tréfonds du classement à la fin, alors que pour tout le monde, il avait gagné Spiro. Et pour moi, ça reste une des images de la grande loose, quoi. Et peut-être qu'il est en train de se rattraper cette année sur le Giro actuellement, mais pour moi, cette image, ça sera toujours associé à lui. Et puis, pour moi, c'est quand même une image d'un gros loser, quoi. Hmm. Bah, moi, je vais prendre le contre-pied et dire que par rapport à l'impression qu'il m'a laissé, je trouve déjà que d'avoir gagné une Vuelta, c'est plutôt bien. Moi, je voyais pas un coureur aussi gros potentiel et je me dis que voilà, c'est quand même un mec qui a réussi à aller chercher un grand tour. Alors que franchement, il est très fort Simon Yates, mais je l'ai jamais trouvé non plus. À part sur son Giro, où, effectivement là, il perd pied complètement et alors qu'il était hyper impérial, mais sur toute sa carrière finalement, tu vois, j'ai trouvé son frère bien plus fort que lui globalement, mais vraiment globalement. Sauf que lui a réussi à aller chercher ce résultat quand son frère n'a pas réussi. Donc moi et je comprends, on peut voir le truc dans les deux sens. Moi je l'ai plutôt vu, c'est un coureur qui a réussi à un moment à optimiser son potentiel pour aller chercher un très gros résultat. Je sais pas comment tu vois toi Poppy le truc. Moi, je trouve que en fait, ça va être un peu paradoxal parce que j'ai mis un roux, mais Simon Yates a saisi l'opportunité quand il l'a eu. Et oui, je l'ai trouvé moins fort qu'Adam Yates, mais en vrai, sa victoire sur ce Tour d'Espagne, elle est quand même symbolique et c'est aussi un coureur qui était très intelligent, qui savait toujours en fait faire le bon coup. Il a toujours été capable de récupérer les bonnes victoires d'étape quand elles étaient là, les bons résultats quand ils étaient là. Et alors, malheureusement, il y a ce Giro 2018, et là, c'est une catastrophe complète et ça donnait lieu à un des Giros les plus mythiques de notre siècle. Mais clairement, j'ai trouvé qu'il était quand même capable de saisir les Il bonnes était à 1 heure opportunités sur à cette chaque étape, fois. hein. Ouais, non, mais c'est fou. Non, mais clairement, oui, C'est énorme. c'est énorme. Non, mais bien sûr. Après, je pense que qu'il perde 1 heure ou 10 minutes, tu vois, ça change pas forcément son résultat, mais c'est l'impact que ça, c'est clair que c'est L'impact que complètement ça, fou. c'est il est dans l'arrière. Il disparaît, quoi. Ouais, non, mais oui, je suis complètement d'accord, mais c'est fou. C'est une preuve de loose ultime, ça. Mais j'ai trouvé qu'il avait quand même saisi les opportunités quand il les avait, et voilà. Mais après, je comprends complètement, hein. En vrai, qu'Yet soit là, ça me choque pas, tu vois. C'est vrai que quand tu as l'image du Giro qui lui colle dessus, finalement, quand tu demandes c'est quoi le plus grand souvenir que tu as de Simon Yates, bah, ce qui va revenir, je pense, c'est le Giro 2018 C'est et pas vrai, sa c'est Volta. vrai. Donc, ça donne un peu l'image de la personne, tu vois. Hein, c'est vrai, t'as Mm. raison sur l'image qu'on retient. C'est plus c'est ce Giro surdominé et puis raté finalement. Mm. Ouais, pour moi, c'est pour ça qu'il est rentré dans ce top 10 largement, parce que malgré sa victoire de grand tour, Ah, c'est il que a sa place, l'image hein. c'est quand même un des plus gros chokes de l'histoire, enfin moderne. Moi, Ah bah c'est une la des, plus grosse défaillance. Hein. pour moi, c'est une des images qui m'a marqué sur le début de 2018. J'avais 15 ans. C'était une des premières images de vélo, vraiment des plus grosses défaites à vélo que j'ai eues, quoi. Ah non, mais on l'avait mis, je crois, dans notre écrase les pédales sur les défaillances et les désillusions. Donc ça, c'est vraiment une image marquante, effectivement, en termes de défaillance. Et ben écoute, Simon Yates, 8e pour toi, Loïc. Qui est ton 8e, Poppy? Moi, j'ai mis en 8e Juan Antonio Flecha. Juan Antonio Flecha qui a quand même quelques résultats. Alors, il y a le championnat de Zurich notamment qu'on va retenir en 2004. Il y a une victoire d'étape aussi sur le Tour de France également. Et puis après, derrière, pas vraiment grand-chose. Mais pourtant, Flecha, moi j'ai le souvenir et la retenue d'un mec, certes pas ultra esthétique sur son vélo, mais qui quand même était assez offensif, qui aimait participer aux courses auxquelles il était. Et en fait, il y a du podium sur Paris-Roubaix,
Il y a également, je l'ai mis dans mes notes, il fait deuxième de Paris-Roubaix, il a fait aussi troisième, il a plusieurs top 4 sur la course. Enfin, c'est un coureur qui a toujours tourné un petit peu autour, mais il aura manqué le petit élément. Et finalement, sur Paris-Roubaix, il a quand même un palmarès qui est loin d'être ridicule, quoi. Hein. Quand tu regardes entre 2005 et 2013, il fait 3, 4, 2, 12, 6, 3, 9, 4, 8. Il est ultra constant. Et malheureusement, il lui aura manqué un petit truc pour avoir ce Paris-Roubaix. Et voilà, pourtant, il y a les efforts qui ont été faits quand on le voit rouler. C'est clair que c'est une sacrée brute. C'était un sacré gros coureur sur ces courses-là, sur les classiques, et particulièrement sur Paris-Roubaix. Il a aussi un podium sur le Tour des Flandres, mais c'est pas forcément la course qui lui correspondait le mieux. Mais voilà, malheureusement, il lui aura manqué ce petit Paris-Roubaix. Et quand on a autant de bons résultats sur la course, bah ouais, peut y avoir quand même quelques regrets et être catégorisé de loser. Moi, je t'avoue que c'est un coureur que je connais, j'ai jamais vu courir, donc j'avais pas l'image du loser, j'avais juste sa fiche de résultats qui me paraissait assez correcte. Ouais, moi j'y ai pensé. Au début, je l'avais même mis dans mon classement et puis je l'ai enlevé en me disant que il avait pas les armes face à Bonnen, Cancellara et qu'au moins il nous animait les courses. J'ai plus envie de dire qu'il est c'est un peu comme un Incapi par exemple. Il était là chaque année, on y croyait et puis finalement il y arrivait pas, mais au moins il nous animait ses classiques. J'ai souvenir de lui comme un attaquant de fou, quoi. Donc je l'ai retiré Tout à parce fait. que je voulais plutôt, enfin, j'avais finalement plutôt cette image de lui, pas comme un mec qui ratait parce qu'il était face aux deux plus grands monstres du siècle des Flandriennes, mais ouais, il a Ouais, jamais. mais du coup, loser quand même, tu vois. Ces Oui, mecs-là sont oui, pas là, ça se trouve, il en chope un ou deux, donc oui, oui, oui. En tout cas, c'est c'est clair que difficile aussi, Juan tu vois. Antonio Flecha, voilà, en termes de palmarès, il y a une étape du Tour de France, je crois, mais sinon il y a pas grand chose. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord. Et ben moi en huitième position, on reste chez les Français, j'ai mis Christophe Moreau. Je pense que je suis le seul à l'avoir mis, mais bah moi j'ai Ouais, mais grandi bon. avec ce coureur, hein, puisque j'ai grandi dans les années, enfin j'ai grandi avec le vélo des années 2000. En fait. Le Tour de France 2000, c'est le premier tour que j'ai suivi, premier tour du siècle, et Christophe Moreau, il fait quatrième. Un peu à la surprise. Enfin, en tout cas, voilà, c'était un super résultat. Il loupe le podium en plus pour même pas une minute, quoi. Donc, il était vraiment très fort. Et moi, je me suis fait plein. Enfin, du coup, c'était le Français. Dans les années 2000, c'était le seul Français qui pouvait rivaliser au classement général. Et donc, chaque année, on y croyait. Et chaque année, ça marchait pas. En 2001, il remporte le Dauphiné, Christophe Moreau, mais il surdomine, hein, même le critérium du Dauphiné. Il arrive sur le Tour, donc on se dit, bah voilà, là, le podium, c'est assuré, etc. Et puis, il explose complet dans les Alpes, malade. Il remporte le prologue, pourtant, en 2001 du Tour de France. Enfin, vraiment, je me souviens que tout le monde se disait, ah, Moreau, il est en super forme, ça va le faire, etc. Et puis, explosion de Christophe Moreau, les Alpes, il est complètement lâché, et puis il abandonne le Tour de France. En 2002, il fait deuxième du critérium du Dauphiné, juste derrière Armstrong, vraiment pas loin. On se dit encore une fois, voilà, Moreau, pour le podium, ça va le faire, et puis il fait que tomber, mais vraiment la loose, ce Tour de France 2002, il est tombé, je pense, 10 fois pendant le Tour de France. Il abandonne en pleurs dans la dernière semaine, voilà, après une dixième chute au moins. Et puis voilà, chaque année, Christophe Moreau, c'était un peu l'espoir français. Il revenait sur le Tour de France, et puis bah, là, il devenait 8e, 12e, etc. C'était vraiment la déception. Et puis arrivé l'année 2007, on retrouve un Christophe Moreau conquérant, très très fort. Et puis en 2007, bah c'est très connu puisque c'est le dernier vainqueur français d'une course par étape pour le Tour, toujours à date. Christophe Moreau, et Christophe Moreau remporte le critérium du Dauphiné, mais là pour le coup il surdomine le Dauphiné vraiment, face à Vinokourov, face à Contador, face à Lefheimer, face à tous les mecs qu'il allait, face à Menchov, vraiment Cadel Evans, tous les mecs étaient là et ils se sont tous fait battre par Christophe Moreau qui était vraiment ultra fort. Il arrive sur le Tour de France, il est champion de France, hein, il gagne le championnat de France une semaine avant, et Moreau en 2007 il arrive en tant que co-favori avec Vinokourov du Tour de France. Dans la première étape de montagne, il met des attaques de folie, il attaque 10 fois, il est ultra impressionnant. Et puis les étapes suivantes, il s'écroule. Christophe Moreau, il s'écroule complètement, sûrement en forme trop tôt. Et puis finalement, bah, il finit le Tour de France 2007, alors que c'était le grand favori dans les méandres du classement. Et voilà, et à la fin, Christophe Moreau, bah, c'est un coureur qui était plutôt enfin, qu'on attendait, c'était le mec qu'on attendait pour briller sur les grands tours chez les Français dans les années 2000,
et soit il était pas assez fort, ou l'année vraiment il a été attendu, il a complètement raté. Donc je suis très influencé parce que moi j'ai grandi avec ça, mais Christophe Moreau pour moi c'est quand même la loose. C'était un mec qu'on attendait et qui finalement il aura jamais mieux fait que sa performance de 2000 où il a fini 4e sur le Tour de France, et chaque année il a fait que me décevoir moi en tout cas, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 8e position de mon classement. Les traumatismes du petit Titien. Ouais, mais Voilà. normal. En même temps, Christophe Moreau, c'est l'espoir déchu un peu. Hein. Ouais, et puis vu ce qu'il est C'était devenu, c'était lui qu'on pensait être le prochain Bernard Hinault et finalement nous a déçus. J'avais vu passer pas mal d'articles sur Christophe Moreau et notamment des articles où tu sais on avait voilà, Christophe Moreau en lice pour gagner le Tour de France, etc. machin. Et finalement il n'y a jamais eu la confirmation. Il a toujours. J'arrive pas trop à savoir parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir courir en direct, mais je sais pas, peut-être que tu pourras me dire, Titien, mais moi j'ai un peu cette sensation de Christophe Moreau que la pression en fait lui poussait trop sur les épaules et que ça pouvait pas le faire pour lui. Il voulait au plus profond de lui, je pense, de gagner ce Tour de France, mais il avait une pression tellement énorme parce que c'était une période où voilà, en termes de français, on était un peu il y avait qu'avec personne. lui. On était qu'avec lui et je trouve que bah voilà, pour moi Christophe Moreau il a beaucoup subi cette pression là et je pense que ça a été très très dur à passer et c'est pour ça que ses résultats s'en sont fait ressentir. Enfin moi je le vois un peu comme ça. Ouais, mais bon, on peut laisser à son crédit que c'est toujours le dernier Français vainqueur ça c'est incroyable, hein, d'une course par étapes pour le Tour. Non mais Donc, oui. voilà, mais pour moi, voilà, je l'associe vraiment à cette image de mec un peu comme t'as dit, d'espoir déchu où on y a cru un moment et ça l'a jamais fait. Il a toujours tourné autour et finalement à la fin son palmarès, bah voilà, il y a 2 Dauphinés, il y a les 4 jours de Dunkerque et puis il y a pas grand chose d'autre finalement pour Christophe Moreau. Il a pas un peu aussi il a pas aussi un peu des affaires au cul, Ah genre. bah oui, bah c'est pour ça en tout plus ça, non c'est la loose maintenant. Ouais. Je crois que ça a un peu mal tourné pour lui, voilà. Oui, ouais, je crois. Ouais. Donc bon, ça renforce un peu ce truc, ce côté loser. Et bah écoute Lolo, je vais te laisser nous donner ton 7e. Ma 7e. Alors moi c'est José Joaquim Rojas. Il y aura pas mal d'Espagnols dans ce classement pour moi. Parce que pour moi c'était quelqu'un qui était un sprinter qui était assez un peu touche à tout, qui pouvait aller gagner des étapes un peu partout, je trouvais. Et bah en fait finalement il gagne 2 championnats d'Espagne je crois, mais sinon bah il gagne pas sur les grands tours, il gagne sur les tours, les courses d'une semaine. Et puis en fait bah toujours des espoirs et finalement bah il lose à chaque fois et il finit en rôle d'équipier à la fin de sa carrière, où en fait pour moi c'était un espoir du sprint, mais il est tombé enfin le début des années 2010 c'est tellement une période où les sprinters c'était tellement compliqué d'aller gagner parce que tu avais tellement de densité chez les sprinters que en fait bah il tombe à la mauvaise période aussi et du coup bah il gagne jamais, pourtant il avait des espoirs et puis voilà. C'était des désillusions à chaque fois. Bon, moi j'ai rien de plus à dire, je suis d'accord. Ça a toujours été pour moi un gros... c'est méchant hein, cette expression, mais loser dans le sens où je le voyais toujours finir bien placé, mais jamais gagnant Roras. Voilà. Donc non mais je suis d'accord. Il me fait penser un peu à Alexander Christophe des années où il était chez UAE, etc. Tu sais, quand il part un peu de loin, on se dit ah ça y est Christophe, et après il se fait dépasser par tout le monde, on fait ah ok. Ouais, à chaque fois c'est ça. Quoi. Ouais, Christophe a un sacré palmarès quand même. Hein, donc, oui, voilà. Non, mais tu vois, dans l'image. oui, Roras, le palmarès, il y a pas grand chose quand même. Donc, non, ça marche très bien, je trouve. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est un mec qui était connu dans le peloton. J'ai l'impression qu'il était juste champion d'Espagne assez souvent. Mais sinon, il a été seulement 2 fois en plus. Hein. Ah ouais, il a été en 2009 ou 2010 et après 2011. Et sinon, bah non, jamais. Okay. Ouais, c'était un fini équipier à la Movistar, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et bah écoute, super. Poppy, ton 7e? Ça va faire peut-être un peu débat, je sais pas trop si vous l'avez mis ou si machin, mais Pogacar. Mats Pedersen. Pogacar. Alors Pogacar. Mats Pedersen. J'ai mis Pedersen. Oh. Bah ouais. Pedersen, en fait, non. Bah non. si. Bah tu vois, moi c'est Wout van Aert mais en pire, je trouve.
Oh, il était champion du monde. Oh non. Champion du monde. Bah ouais, il est champion en soi, oui, il est champion du monde. Bah après, c'est une édition qui est. Moi, je trouve que c'est une édition qui est quand même très spéciale. Il y avait un temps de fou, il y a eu énormément d'abandons, etc. Mais la en gagne. fait, oui, il la gagne, bien sûr. Mais en fait, le truc de Pedersen, c'est que quand tu le vois courir, il est toujours extrêmement fort, tu vois. Il est toujours dans le top 3, on va dire, de la course en général, et top 3 favori aussi. Mais quand tu regardes son palmarès de classique, là où il est quand même censé s'exprimer, alors certes, il y a le championnat du monde, je suis d'accord, mais en fait, il n'y a aucun monument. Il y a Gand-Wevelgem et il y a la cyclassique. Ouais, non, mais c'est tout, quoi. T'es Pour un dur, mec hein. comme Mats Pedersen, tu vois, il n'y a pas de Tour pour moi, des Flandres. Ouais, mais c'est comme Paul Van Aert, il est tombé sur beaucoup plus fort aussi. Ouais, Il est mais tombé... Wout van Aert, il a un palmarès quand même, il a tout gagné, Wout van Aert, quasiment. Ouais, mais Tu vois Pedersen aussi, il a gagné sur le Tour de France, il a gagné sur le Giro. Oui, il a autant de victoires d'étape en Grand Tour que Wout van Aert. Il a un maillot vert aussi un maillot vert sur le Tour d'Espagne aussi. Il va gagner le Cyclamino cette année. Oui, voilà. Pour moi, c'est dur, hein. Pour moi, c'est un immense champion. Hein. Ouais, Bah, je sais que c'est un immense champion, mais en fait, moi, je suis d'accord, mais je trouve que ça a quand même une image de gros loser quand tu vois sur Paris-Roubaix cette année, où c'est clairement peut-être l'un des plus forts. Il est peut-être même plus fort que Van Der Poel, peut-être. Loser. Bah non, c'est pas pour lui cette année. C'est cette image, je trouve qu'elle lui colle à la peau en fait sur les classiques où il est toujours. Mais en fait, c'est toujours le poisseux, quoi, le poissard, celui qui a pas de chance et qui arrivera peut-être jamais à décrocher ce gros résultat sur Paris-Roubaix, sur un Tour des Flandres, etc. Et ça me frustre parce que je le trouve tellement fort sur ces exercices. Et c'est horrible à dire, mais j'ai du mal à me contenter de ses victoires d'étape en Grand Tour et de son championnat du monde. J'ai trop de mal à me contenter de ça. Parce que le Pedersen de 2019, c'est pas le même pour moi de 2023, 2024, etc. C'est pas le même. Et ouais, il est là sur les classiques, il est tout le temps au rendez-vous, il sait tout le temps. Quand il est là, on l'attend, on peut le penser voir gagner, mais il gagne jamais. Et pour moi, je voulais le mettre là. C'était dur de le mettre plus haut, enfin c'était impossible de le mettre plus haut même. Il aurait pu être beaucoup plus bas aussi. Mais ouais, pour moi, il a vraiment cette image de loser quoi, qui gagne rien. Et tu vois, Wout van Aert, à l'inverse, il a quand même un palmarès qui est extrêmement fourni partout. Mais Pedersen, je l'ai pas vu extrêmement dominant sur tous les aspects d'un grand tour. Et pour moi, c'est un. Mais tu te rends compte, tu vois comment il grimpe et comment il. Ouais, c'est un. Mais oui, mais quand tu vois, il a un Tour de France 2022 à la Wout van Aert. En soi. Oui, mais Van Aert, il était aussi pas dans une équipe où il devait faire ce boulot-là. Van Aert, il était dans une équipe où il a dû faire ce boulot. Je pense que Pedersen, il a les capacités pour faire la même chose. C'est juste qu'on lui a pas demandé de faire la même chose. Aussi en tant qu'équipier, etc. Ouais, mais vas-y. Non, mais je disais, il a les résultats, certes, mais pour moi, il a pas les résultats sur les courses sur lesquelles je l'attends. C'est horrible, en fait. Il gagne des choses où je me dis, bah, en vrai, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il te faut là. Ce qu'il te faut, c'est un Paris-Roubaix. Ce qu'il te faut, c'est un Tour des. Il te faut un monument et il l'a pas quoi. Donc en vrai, oui, le maillot rose, le cyclamen et tout. En vrai, je suis trop content. Bien sûr que c'est un immense champion, Mats Pedersen. Mais ce côté où tu te dis, mais en fait, ça se trouve, Pedersen il va finir sa carrière sans gagner Paris-Roubaix, sans gagner le Tour des Flandres, sans gagner un seul monument. Pour moi, ça reste quand même un loser sur cet aspect-là. Mais après, je comprends que ça fasse débat, mais je suis clairement d'accord avec vous. Hein. C'est très dur. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, t'es trop dur, là. Mats Pedersen, c'est trop fort. Bah, effectivement, il manque un monument, mais c'est vraiment tout ce qui lui manque, parce que franchement, mais il est super fort, mais il a pas grand chose en résultat. Enfin, il a championnat du monde, il a ce maillot vert, etc. Mais oui, mais c'est. Pour moi, championnat du monde, c'est un monument. Hein. Ouais. Et surtout toutes ses victoires en grand tour, etc. Pour moi, Van Aert, déjà c'était compliqué de le mettre dans le classement, mais il a vraiment plus cette image de loser que Pedersen par rapport au sentimental. Ça c'est parce que Van Aert on attend aussi, mais oui, on attend beaucoup. Van Aert, il a quand même San Remo, l'Estrade, l'Amstel, il a 13 étapes, donc c'est 3 de plus que Pedersen. Il y a ce Tour de France 2022 qui est exceptionnel. Oui, mais en fait, moi, j'attends moins enfin, pour moi, Pedersen, c'est un coureur dont j'attendais moins que Van Aert. Et par rapport aux attentes que j'avais d'un Mats Pedersen, notamment après son titre mondial, où je me suis dit, bon, ça va être un one-shot, et voilà. Là, je me dis qu'aujourd'hui, c'est construit une carrière de fou. Alors, évidemment, maintenant que c'est devenu un grand champion, on se dit qu'il lui manque ce monument. Là, je suis d'accord.
Notamment, j'ai en mémoire des Milan-San Remo où je l'attends très fort, surtout là-dessus, et finalement il se rate un peu, bah voilà, les deux, trois dernières années notamment, mais t'as été très très dur là. Je suis d'accord. Eh ben écoute, Mais j'accepte. bon, c'est le jeu du débat, hein, donc Max Pedersen, dites-nous en commentaire, voilà. Max Nous en Pedersen, commentaire, pour ouais. vous, est-ce que c'est un mec qui a pas assez de grandes victoires, ou est-ce que c'est vraiment un grand champion? Je pense que ça dépend vraiment du curseur que tu mets sur un cours, effectivement. Et bah écoutez, moi, qui est-ce que j'ai mis en septième? En septième, j'ai mis Enric Mas. Bah pas grand chose de plus à dire que tes arguments, Loïc. On attendait, et puis c'est quand même un mec qui a fait 3 fois deuxième de la Vuelta. Et cette année, l'année dernière, il fait 3e. Donc et surtout il gagne jamais. Et c'est ça qui est voilà. Mais c'est un des seuls. Je pouvais pas le mettre plus haut. Au début, je l'ai mis très très haut. Et je me dis que putain, dans sa carrière, il y a 2 ans, il a lâché Tadej Pogacar c'était le Giro d'Émilie, et des coureurs qui ont lâché un Tadej Pogacar au top dans leur carrière, il y en a quand même pas beaucoup. Donc je l'ai un peu fait redescendre de mon classement pour ça, parce qu'il a quand même réussi cet exploit-là, pour aller chercher sûrement la plus grande victoire qu'il a avec sa victoire d'étape sur la Vuelta à date, mais ouais, sinon Enric Mas c'est quand même un des grands champions du 21e siècle en termes de grand tour qui a vraiment pas de victoire, et donc il mérite sa place dans ce classement à la 6e place. Je sais pas si vous avez encore un commentaire, ou à la 7e place, pardon. On peut passer à la 6e place si ça vous va, comme on avait déjà parlé d'Enric Mas. Pour moi, ouais, on peut passer à la. Vas-y Loïc, parle-nous de ton 6e. Alors, c'est compliqué, mais pour moi, en 6e place, j'ai Sepp Van Mark. Alors, c'est quelqu'un moi qui. Aussi. Ah, ok, cool. Aussi. Parce qu'en fait, il a vraiment l'image du loser des années 2010 sur les classiques, etc. Ouais. C'est Paris-Roubaix 2013, c'est compliqué pour lui, tu vois. Il se détache, il arrive sur le vélodrome, et puis en fait, il se fait battre sur la ligne, quoi, par Cancellara. Et après, en fait, tout le reste de sa carrière, ça a été un peu défini par ça, en fait, des chutes, des trucs ou des crevaisons. Il y a toujours un truc sur les classiques. Sur le Tour des Flandres 2017, il tombe. Paris-Roubaix 2019, il crève. Tour des Flandres 2014, il finit 3e derrière Cancellara et Van Avermaet, mais il est toujours derrière, quoi. Enfin, ça marche pas, quoi. À chaque fois, il y a un tout petit truc, et pour moi, c'était un espoir quand tu le voyais au début de sa carrière, pour moi, il allait gagner des monuments, il a gagné des classiques, etc. Et finalement, en fait, il a un palmarès super mec, quoi. Bah, je vais compléter parce que moi aussi je l'ai mis en 6e. Je suis d'accord, pour moi c'est l'image type du loser des Flandriennes. Encore plus qu'un Juan Antonio Flecha, c'est vraiment le mec qui était là chaque année et qui faisait la course Sepp Van Mark, et qui à la fin se faisait toujours battre par plus fort. Et ouais, à la fin, il y a pas de palmarès. Alors certes, il a battu Bonnen sur l'Omloop, je crois que c'était en 2012, mais ça reste pour moi sa seule grande victoire de sa carrière. Et Van Mark, chaque année, il était là, tu vois, avec Van Avermaet. Et sauf que Van Avermaet, à la fin, en une année, il est champion olympique et plus Paris-Roubaix, je crois, ouais, c'est ça. Tandis que, bah non, Sepp Van Mark, ça aura jamais réussi quoi que ce soit. Donc, je pense que je l'ai mis bas parce que c'est pas un nom, je pense que les gens vont retenir dans l'histoire des champions du 21e siècle, donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut, mais c'est le loser des Flandriennes pour moi de ce siècle. Je sais pas ce que t'en penses, Poppy. Ah, j'avais complètement oublié ça. Bah voilà, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre plus haut, c'est parce que c'est pas un nom assez ronflant par rapport à ceux que j'aurais plus haut. Non mais oui, mais c'est clair qu'il était tout le temps là, et c'est l'image du loser lui colle carrément à la peau. Ça, je suis grave d'accord avec vous, mais j'avoue que j'avais complètement zappé Sepp Van Mark. Mais du coup, ça résume bien un peu cet aspect, c'est coureur tout le temps présent sur les courses et finalement qui est tombé un peu dans les oublis parce qu'il n'y a pas de gros résultats, quoi. Donc ouais. Et ben Poppy. Et bah du coup en 6e, j'ai mis un coureur américain, j'ai mis TJ Van Garderen. Que j'ai mis en 6e place. TJ Van Garderen, en fait, moi je l'ai pas mal vu courir, et notamment les espoirs qu'on se faisait un peu sur lui. Van Garderen, déjà, il avait un avantage par rapport à d'autres coureurs, c'est que c'était un très très bon rouleur.
Son palmarès aujourd'hui se résume à un Tour de Californie, une victoire d'étape sur le Giro, et puis avoir été meilleur jeune du Tour en 2012. Voilà à quoi se résume sa carrière actuellement. Il a des top 10, il a des top 5, etc. Mais Van Garderen, j'ai toujours vu un coureur sur lequel on avait pas mal d'attentes. Sur lesquels alors il avait énormément dominé en junior notamment. Et dès qu'il arrive dans le peloton professionnel, en fait, bah, j'ai l'impression que tout s'effondre un petit peu pour lui. Il est toujours un peu attendu, mais jamais réellement prêt. Il y a ce Tour de France en 2012 qui va le lancer un peu. Il fait 5e de Paris-Nice et après il fait 5e du Tour. Mais derrière, en fait, j'ai l'image de ce coureur qui est toujours attendu. Et à un moment donné, il y a toujours un flop. Il y a toujours un moment donné où Tijjani Garderen atteint un plafond et où c'est plus possible. Quand Christophe Riblon le rattrape dans la dernière montée de l'Alpe d'Huez, c'est lui qui finalement perd l'étape au profit de Riblon, alors que pourtant Van Garderen c'est un super grimpeur. Il y a une image sur le Tour de France où il est obligé d'abandonner parce qu'il est en méforme complet et on se dit que bah finalement Van Garderen il aura jamais d'excellents résultats sur le Tour de France. Enfin, moi j'avais cette image d'un coureur qui était très attendu. Il y avait aussi un peu le côté d'effacer cette image d'Armstrong des années 2000 avec un nouveau coureur américain qui était jeune, qui était frais, qui venait un peu pour casser ces codes-là. Et finalement, Van Garderen n'a jamais réussi à réellement confirmer. Il y a pas vraiment non plus de résultats sur les courses d'une semaine et c'est difficile finalement. C'est bizarre, mais ses plus grosses victoires d'étape, c'est sur des contre-la-montre. Et bah, on n'a pas un TJ Van Garderen qui était ultra non plus ultra présent, ultra impactant dans les courses. Et voilà, moi j'ai toujours un peu cette image d'avoir eu beaucoup d'attentes en TJ Van Garderen et qui finalement n'a jamais réellement rien prouvé et qui est tombé aussi dans un statut de loser, quoi. Est-ce qu'il a gagné sur le Tour de Californie ou pas? Je me souviens plus. Il gagne en 2013, ouais. Ouais. Okay. Et il gagne une étape aussi, je crois. Ou deux. Non, mais il perd contre... Attends. C'est contre Quintana ou c'est contre... Il perd contre Froome, ok. Ouais, il perd contre Froome, c'est ça, ouais. Ouais. C'est... En fait, je sais pas, moi, si c'est tant un grand coureur que ça. J'avoue que moi, il m'a jamais fait vivre beaucoup d'émotions. Dans son style toujours de qui grimpe, donc c'est vrai qu'il a rien gagné en fait. Non, ça il a rien gagné, mais il a toujours été présent, tu vois. Il fait deuxième du Dauphiné en 2019 aussi, hein, tu vois. Il a quand même des podiums sur des grosses courses, quoi, ou des top 5 sur des grosses courses. Enfin, mais finalement, jamais rien de plus. Et c'est ça qui est. Ouais, c'est un espoir. Il est tombé dans les oubliettes. Déchu. Un espoir déchu. Moi, il est pas dans mon top 10. Non, il n'est pas non plus. Le Moro américain. Je l'avais zappé lui aussi. J'avoue que c'est pas un coureur qui m'a énormément marqué, mais c'est vrai que ici il avait fait en 2012, il était très fort. Là, il fait maillot blanc et tout du Tour, ouais. Et après, il fait 5e. On l'a plus jamais revu à pareille fête. Et merci Poppy. On va rentrer dans le top 5 si je dis pas de bêtises. Loïc. Oui. Alors là, on commence à rentrer dans la crème de la crème. Hein. Oui, je pense que celui-ci va faire débat. Surtout, je sens que ça peut-être ça passe ou ça casse. Mais pour moi, Joaquim Puerto Rodriguez, il est 5e. Si. Le débat. Oh, il ramène un débat sur la table. Je suis désolé, mais quand tu perds un Giro, alors sur la dernière étape en contre-la-montre contre Echdal, c'est que t'as quand même un truc où t'as quand même un peu de blues en toi. Je sais qu'il a gagné énormément et je sais qu'il a gagné sur le Tour de Lombardie 2 fois. Il a gagné la Flèche Wallonne. Je sais pas combien d'étapes il a sur les grands tours, mais il en a plein. Mais 3e du Tour en 2013, alors que pour moi, il devait aller gagner quelque chose. 2e du Giro en 2012. 2e de la Vuelta en 2015. En fait, sur les grands tours, sur les classements généraux, il est jamais allé chercher les victoires qu'il méritait d'aller gagner, franchement. Et je sais que Tissier, tu vas péter un câble, mais pour moi, il est cinquième. En fait, je suis assez d'accord avec toi sur la partie Grand Tour, et c'est surtout son année 2012 où il était très fort. Il perd contre Esjedal, il surdomine la Vuelta 2012, surtout c'est là son plus gros échec, hein. Il devait la gagner cette Vuelta 2012. Vraiment, il est trop fort, je sais pas combien d'étapes il gagne, et puis ensuite, coup de génie de Contador, et Rodriguez, il explose dans 17e étape, il me semble, et voilà. Mais après, je peux pas, effectivement, les Grands Tours, il a choqué, il aurait pu faire mieux. C'est sur le Grand Tour.
J'avoue que c'est sur les grands tours. Il a pas de victoire sur grand tour et c'est un manque, effectivement, pour un nom comme Rodriguez, mais derrière, il y a quand même quoi? Il y a 2 ou 3 Lombardie, au moins 2 tours de Lombardie, la Flèche Wallonne, et pour moi, surtout, il renvoie cette image quand même de l'archétype du puncher grimpeur du 21e siècle, et il a tellement gagné de victoires, j'ai l'impression sur la Vuelta, je sais pas combien de victoires il a, mais ça doit être monumental, enfin, j'ai l'impression qu'il a gagné tellement partout et face aux meilleurs que, j'ai du mal à le considérer comme un... Il y a trop de victoires, en fait, là, pour le coup. Ouais, mais sur les classements généraux, il a... Oui. Il devrait gagner quelque chose. Mais justement... Au moins une Vuelta, quoi. Au moins une Vuelta. C'est pas assez là où je l'attendais, en fait. Enfin, il s'est transformé petit à petit en coureur de grand tour, mais oui, il m'a déçu, hein. Moi, j'aurais aimé qu'il gagne un grand tour, et c'est un gros manque à son palmarès, mais avec tout ce qu'il a fait à côté, alors, je le trouve un peu haut dans le classement, quoi. Oui, là-dessus je peux. Mais en fait, il a fait le yo-yo entre le très haut classement et le très bas classement. Putain, c'était tellement la classe, quoi. Je sais pas. Allez, on est dans le débat. En vrai, sur les grands tours, c'est clair que c'est un loser vraiment ultime. Ouais, c'est clair. Mais après, sur les autres courses, il est quand même vachement présent, quoi. Donc, mais je comprends. En fait, je trouve qu'il est bien en 5ème parce que du coup, c'est un peu l'entre-deux, tu vois. Sur les grands tours, en vrai, il pourrait être dans le top 3 facile des losers. Mais sur le reste, c'est pas possible de le mettre. Donc, je trouve que ça fait une bonne tranche, je pense, pour. Enfin, je pense que ça a peut-être fait comme ça, Loïc. Ouais, mais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais du coup, en vrai, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ces 2 grands tours là, cette Vuelta 2012 et ce Giro. Je pense que Joaquim Rodriguez, il va en faire des cauchemars toute sa vie, quoi, parce que clairement, il était. Ce Giro 2012, déjà, perdre sur la dernière étape, c'est cruel, hein. Roglic le sait très bien. Mais cette Vuelta 2012, comme tu as dit, Cicien, il était tellement fort. Ouais, il était tellement fort. Il gagne 3 étapes et tout ça. Enfin, c'était fou. Mais bon, malheureusement, pour Ito, mais il nous aura bien fait rêver quand même. Ouais, c'est ça, c'est que je retiens quand même cette image du puncher ultime qui était capable sur les pentes à 20% de lâcher n'importe qui, quoi, avant de retenir ses échecs de grand tour. C'est peut-être pour ça que ça me choque un petit peu plus. Mais ok, j'entends pour Ito Rodriguez. Vas-y, Poppy, qui est ton 5ème? Est-ce qu'il va faire autant débat? Peut-être, ouais. C'est vrai, j'ai mis en 5ème quelqu'un pour une raison particulière. J'ai mis Fabio Jakobsen. Champion d'Europe certes, mais je m'explique, en fait je l'ai mis là par rapport au principe de ce Tour de Pologne 2020 où en fait une carrière peut basculer tellement vite. Certes il chope ce championnat d'Europe en 2022, mais je me dis sans cette chute, je pense que c'est la pire chute qu'on puisse voir dans le cyclisme sur vraiment un nombre d'années. Voilà, il y a quand même, on se souvient peut-être de Casartelli, etc. Mais c'est quand même une chute affreuse. Et je pense qu'on imagine pas. Ouais, non, mais je pense qu'on n'imagine pas la violence de la chute. Enfin, quand tu revois les images, c'est glaçant. Et en fait, Jakobsen, mine de rien, c'était quand même un sprinter extrêmement puissant, extrêmement véloce, et qui aurait pu, pour moi, avoir tellement plus que juste un classement par points sur ce Tour d'Espagne et puis ce championnat d'Europe en 2022. Il a 6 étapes sur les grands tours, mais je le vois tellement avoir un palmarès tellement plus fourni, un peu à l'image d'un Kittel. Et puis il y a cette chute en fait de Jakobsen où il est revenu et on s'est dit ah oui, en vrai Jakobsen ça revient bien là, ça peut ça. Et en fait c'est la descente, et pour moi c'est un loser de la vie tout simplement. Je l'avais associé un peu à Egan Bernal, mais je trouve qu'Egan Bernal arrive quand même, on l'a vu sur le Giro, à mieux rebondir. Jakobsen, en ce moment, c'est dramatique, et je me dis, c'est un coureur qui aurait pu rêver d'une tellement meilleure carrière, en fait, et ça se joue à pas grand chose, quoi, et c'est pour ça, je l'ai mis en 5ème, parce que je trouvais que c'était quand même, en termes de talent, pour moi, c'est un coureur qui a plus qui avait plus de talent qu'un justement un Vanguard Run, etc. Mais derrière, oui, il y a ce côté où il a quand même un championnat d'Europe, il a quand même un maillot distinctif sur un grand tour, il a des victoires d'étape, mais pour moi il aurait pu tellement avoir plus, et c'est ça qui me frustre un petit peu. Je trouve que en fait, c'est compliqué, c'est vraiment cette chute, ça influence tellement sa carrière, et c'est vrai qu'il était sur une pente tellement ascendante à ce moment-là, et ça coupe totalement. Et je trouve que en fait
il est bien revenu de sa chute finalement par rapport à la chute, etc. Et il se relève plutôt bien de ça, mais c'est qu'après il a tellement de malchance après au niveau de sa santé que bah oui, c'est vrai que je l'ai pas dans mon classement, mais c'est vrai que c'est une belle image de loser aussi. Ouais, loser de la vie, moi je trouve, c'est un peu ce truc-là. Ouais. Il aurait pu être plus bas, largement. Bah en fait, le problème c'est qu'on saura jamais. Enfin, donc là, il a carrément mis en pause sa carrière et tout. Donc effectivement, il était très très bien parti pour être le sprinter dominant de sa génération. Il allait tellement vite, mais voilà, c'est comme ça. Donc ouais, je peux pas je pouvais pas le faire rentrer moi parce que on sait pas. Voilà. Mais ok, sur Fabio Jakobsen. Ouais, en vrai, quand je revois mon classement, j'aurais pu le mettre plus bas, je pense. Mais voilà. Ouais. Et ben moi en 5e position. Attendez, qui est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis Wilco Kelderman en 5e position. Oh là là. Vous l'avez mis ou pas? Non mais bon. Kelderman. Bah en fait, Wilco Kelderman, en fait, il est arrivé. En fait, il est arrivé. Ouais, il est pas en classement, mais ça fait mal. Il est arrivé dans le peloton comme un grand espoir un des grands espoirs du cyclisme néerlandais. Il est arrivé vraiment en 2013 parce que notamment il gagne le Tour du Danemark en 2013. Avant, dans les années où il était jeune, il a quand même gagné rapidement le Tour de Norvège, le Tour d'Alsace, etc. Donc c'était un jeune, du niveau où on s'est dit ouais, il va gagner un grand tour. Lui, voilà, c'était la relève du cyclisme néerlandais juste après la période où Robert Gesink était au top. Et puis, voilà, depuis cette année 2013, et vraiment c'est en 2014 qu'il est arrivé dans le peloton, Wilco Kelderman, c'est 0 victoire. Donc en termes de lose ultime, je pense que là, voilà, on est au max. Ça a toujours été l'espoir qui est jamais arrivé. Kelderman, il fait un gros Giro dans mes souvenirs en 2014, qui est son premier grand tour au top niveau. Ouais, c'est ça, il fait 7e du classement général. Donc voilà, tout le monde l'attend au tournant. Après ça, Dauphiné, juste après ce Giro en 2013, il fait 4e du Dauphiné. L'année d'après, il me semble qu'il fait 3e du Dauphiné. Donc voilà, il monte en puissance, Wilco Kelderman, et puis depuis, c'est jamais rien passé, au point qu'aujourd'hui... Il y a son Giro 2020 aussi. Voilà, c'est devenu un équipier, et surtout, il y a ce Giro 2020 où tout le monde se disait mais non, mais Wilco Kelderman il peut pas gagner un grand tour, il peut pas, et pourtant à la veille de l'arrivée il porte encore le maillot rose, Wilco Kelderman, et tu te dis mais c'est Kelderman qui va gagner le Giro, quoi. Et puis non, évidemment il est battu par Geoghegan Hart et Hindley, et puis il finira 3e de ce Giro, et donc il y aura vraiment rien, et même aujourd'hui j'ai souvenir du Tour de Pologne l'année dernière où Vingegaard il se sacrifie sur plein d'étapes de finale d'étape pour que Kelderman y gagne, et Kelderman il finit toujours 3e, 2e, 4e, mais c'est le coureur qui ne gagne jamais, alors que c'est quand même un nom dans le peloton, au point que voilà, aujourd'hui il est plutôt utilisé comme équipier dans l'équipe Visma. Donc ouais, pour moi, je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'après j'ai vraiment des grands noms qui ont réalisé des performances, voilà. Mais pour moi, Kelderman, c'est vraiment l'image du mec qui a du grand coureur du siècle, sans être un immense champion, mais qui a 0 victoire, quoi. Donc c'est juste ouf de se dire que ce mec a 0 victoire chez les pros depuis 13 ans maintenant. J'avoue que en fait il était dans mes notes et j'ai complètement zappé de le mettre dans mon top 10, et il était plutôt bien placé dans mon top 10. Ça m'énerve un peu d'avoir zappé Kelderman. C'était un grand espoir du cyclisme hollandais, comme tu disais. Un Hollandais fantôme, Wilco Kelderman, sur son arrivée en World Tour. Non mais c'est clair, c'est un peu... Je sais pas, c'est clairement la carrière que t'as pas envie d'avoir, c'est-à-dire une très très bonne carrière avant d'arriver sur le circuit pro, et derrière plus rien, quoi, et t'arrives pas à choper des résultats, et même quand les autres font les efforts pour toi, t'arrives pas à accrocher ce qu'il faut, et c'est tellement t'as envie de dire que c'est tellement injuste, mais en même temps c'est le loser, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi dessus. Et écoutez, dans ce cas on va y aller, Loïc, je vais te laisser donner ton 4e. Alors mon 4e, c'est un Australien qui s'appelle Richie Portes, et je vais vous justifier par ses chocs en grand tour, à nouveau, parce que c'est quelqu'un qui sur les courses d'une semaine a été tellement fort, a gagné tellement de courses. Enfin, je me souviens plus c'est quoi son palmarès exact, mais ça a été monstrueux, et à chaque fois sur le Tour de France, sur le Giro, enfin par exemple sur le Giro d'Italia,
2015, et il sort, il a gagné Paris-Nice et la Volta à Catalunya. Tu te dis, bon, c'est l'ultra favori. Et en fait, non, il chute, il perd du temps, il abandonne, je crois, à la fin du Grand Tour, etc. En fait, et en plus, il se tape une pénalité aussi. Enfin, il y a tellement de malchance et de loose qui tombe sur lui. Tour de France 2017, c'est la même chose. Il chute dans une descente et en fait, c'est ultra impressionnant sa chute. Il se fracture, je sais plus combien d'os, etc. Tour de France 2018, il tombe sur l'étape des pavés de Roubaix. En fait, à chaque fois, sur les grands tours, il va choquer. Et pourtant, sur une semaine, c'était le roi. En fait, c'est quelqu'un qui a jamais réussi à transformer sa forme d'une semaine sur la forme de 3 semaines. Et ça restera toujours une frustration pour moi, honnêtement. C'est difficile parce qu'en fait, Richie Porte, c'est un peu la même image. On en parlait un peu de Landa, tu vois. Je trouve que c'est un Landa, mais en tellement plus fort en fait, parce que il a été. Moi, je me souviens de Richie Porte. Quand on a fait le top 10 des lieutenants, on l'a mis en 1 parce que Richie Porte, c'est le lieutenant ultime. Il a énormément été associé à ce rôle-là. Et finalement, il sort quand même très tard de ce rôle de lieutenant pour arriver sur le rôle de leader. Et on sait que la transition entre lieutenant et leader, en général, elle est très difficile. Il y a peu de mecs qui, aujourd'hui, sont passés de lieutenant à leader et qui ont assuré le coup. Il y a eu certes Vingegaard, qui avait été lieutenant de Roglic. Il y avait Chris Froome avec Wiggins. Enfin voilà, c'est un peu les seuls noms que moi je vais retenir. Que ceci, peut-être sur sa Volta. Ouais, mais encore, c'est différent. On l'a vu, hein, quand il sort complètement d'un rôle de leader, finalement, il gagne pas. Et cette Volta qui gagne, on lui donne. Donc finalement, j'ai du mal à l'associer à un leader. Mais tu vois, Richie Porte, finalement, il gagne quand même beaucoup de courses d'une semaine, quasiment toutes, les plus prestigieuses. Il lui manque peut-être Tirreno et puis voilà. Et en fait, oui, sur les grands tours, il est beaucoup poissard, ça je suis d'accord. Il y a toutes ces chutes, on se souvient de sa chute au Ventoux, celle sur Roubaix, sur l'étape de Roubaix, pardon. On se souvient aussi de sa chute dans la descente avec Dan Martin notamment, quand il fracasse la falaise là, enfin le mur. Mais finalement, il y a cette rédemption en 2020 où il réussit à accrocher un podium sur le Tour de France et l'image, elle est tellement belle. Ça fait un peu la rédemption de Richie Porte et qui arrive à obtenir ce podium sur un grand tour. Donc, j'ai un peu de mal à le mettre à cette position-là. Mais il y a quand même, je suis d'accord avec toi, Loïc, cette image de loser qui lui colle à la peau sur les grands tours. Et ça, je suis d'accord. Mais j'ai du mal à l'associer au grand tour parce que pour moi, Richie Porte, c'est avant tout un lieutenant qui ensuite est passé leader quand il allait chez la BMC. Et puis mine de rien, Richie Porte, il a quand même un palmarès qui est quand même intéressant, mais je peux comprendre cette position de loser. Ouais, je pense que ça vient encore une fois de l'image que tu donnes au coureur. Moi aussi, pour moi, c'était un lieutenant, et Richie Porte, moi, il m'a traumatisé. Hein. Vraiment, il a mis à mal tellement de coureurs en étant le lieutenant de Chris Froome. Il allait chercher quand même deux Paris-Nice minima, ouais, deux Paris-Nice, un critérium du Dauphiné. Un Tour de Suisse, enfin voilà, il y a puis un podium du Tour de France. Ouais, j'ai toujours dit, sur une semaine, il a été monstrueux, ouais. Mais sur les grands tours, moi, je le voyais vraiment aller chercher un grand tour, quoi. Oh, ah ouais, bah, moi un peu moins, tu vois, et puis quand on l'attendait plus, il a quand même réussi à rebondir, à aller chercher un podium en 2020, derrière les deux monstres, donc ouais, encore une fois, voilà, je pense que c'est par rapport à l'image que tu donnes de Richie Porte, mais moi, ça restera l'image d'un lieutenant. Un lieutenant qui vraiment, j'ai trouvé monstrueux. Et... Il finit troisième en 2020, mais à aucun moment sur la course, je lui dis qu'il va aller la gagner. Je suis désolé, mais, ouais, mais en 2020, à aucun moment, enfin, alors si, mais je me suis jamais vraiment dit que Richie Porte pouvait gagner un grand tour. Parce que finalement, à part, il y a ces 2017 où il tombe, ou 2017-2018, il tombe. Mais à chaque fois, il avait pas fait de preuve avant le grand tour, donc je suis assez partagé en fait. Oui, c'est une déception qu'il n'ait pas remporté le grand tour, mais en même temps, est-ce qu'il a jamais eu finalement les capacités à gagner un grand tour? Ça, je sais pas. Du coup, je suis partagé. J'y avais pensé aussi. En fait, c'est un peu comme, tu vois, pour moi, Rodriguez a plus
c'est plus la loose en grand tour pour moi qu'un Richie Porte, parce qu'il est vraiment passé pas loin d'en gagner 2 et à chaque fois il les a loupés, là où Richie Porte, on saura jamais finalement, parce que ces 2 chutes où il était très fort en 2017 et 2018, elles ont été assez prématurées, donc je suis plus déçu pour Rodriguez là-dessus, enfin les 2 Rodriguez que de Richie Porte en vrai. Ça se tient, mais moi c'était l'image des chutes, Ah bah etc. après, qui m'avait marqué ouais, aussi. non, mais c'est clair que là-dessus, c'était sûr. En tout cas, c'était un mec qui était souvent par terre sur les grands tours. Ça, c'est une certitude. Il goûtait du goudron. Hein. Ouais. Ah bah ouais. ouais. Clairement, ouais. Poppy, 4e place. Alors moi ça va être très subjectif une nouvelle fois, mais voilà, c'est un peu aussi le truc de ce top 10. Moi j'ai mis David Gaudu en 4e. Parce que, alors certes, c'est pas un coureur. Aujourd'hui, quand on voit David Gaudu, on s'attend pas à ce que David Gaudu gagne des grands tours. Mais il faut se remettre dans le contexte où David Gaudu, quand il est sur le tour en 2019, déjà David Gaudu, c'est vainqueur du Tour de l'Avenir. Quand il est sur le tour en 2019 dans le Tour Malais, c'est une démonstration qu'il propose. Il est surpuissant. Dans une équipe en plus de la FDJ qui, en général, avec les jeunes, se débrouille pas trop mal. Il y a le cas Pinot, il y a le cas Grégoire, ça c'est pas, voilà. Et puis où ça se goupille très bien. Et puis derrière, en fait, donc 2019, il gagne sur le Tour de Romandie. Il est sur le podium de l'UAE Tour. Il est dans le top 5 du Romandie. Il fait 6e de Liège, etc. Et derrière, en fait, le seul palmarès de David Gaudu, c'est l'Ardèche Classique et le Tour du Jura. Voilà, ça s'arrête là le palmarès de David Gaudu. Il n'y a pas de... Il est placé, mais j'ai l'impression que David Gaudu, il a jamais été capable de confirmer ce qu'on attendait de lui. Et finalement, pour moi, c'est clairement un loser parce qu'il a jamais été capable d'accrocher ce qu'on voulait. Et j'ai l'impression que David Gaudu, en fait, dès que ça devenait trop dur, on l'a tout de suite perdu, quoi. Et c'est un coureur qui a aussi géré très mal la pression qu'on pouvait lui mettre, je trouve, à l'image un peu de ces sauts de colère qu'il a parfois. Alors après, ça fait partie aussi du coureur, faut l'entendre. Mais tu vois, quand sur Paris-Nice en 2023, il est 2e et que derrière, en fait, sur le tour, il confirme pas réellement, on est forcément très déçu. Donc finalement, David Gaudu, moi, quand j'ai fait ce top 10, je me suis dit, en vrai, le palmarès de Gaudu, il y a rien, quoi. C'est des top 10, etc. pour un coureur qu'on pensait à un moment donné être capable de rivaliser sur les grands tours pour se battre pour des podiums, un peu à l'image de justement un mec comme Thibaut Pinot, par exemple, qui était dans la même équipe que lui. Donc, et puis surtout, en 2019, il dégage pas du tout la même image que maintenant, ni la même aura. Je trouve qu'en 2019, il a l'air très posé, très sain, très simple, en se disant, je fais les efforts, je suis à bloc et j'adore faire ça. À aujourd'hui un David Gaudu qui est en perdition totale, je trouve, et qui est noué de malchance, hein. On l'a vu sur le Giro avec cette blessure à la main, mais je trouve que c'est quand même un coureur qui, mine de rien, est noué de pas mal de malchance, et ça va lui coller à la peau, je pense, une bonne partie de sa carrière. Je sais pas trop, mais moi j'avais ça avec David Gaudu. C'est vrai que moi, il est pas dans mon top 10, mais j'y ai pensé à un moment, et c'est juste que c'est vrai qu'en début de saison, à chaque fois, il donne des espoirs, il est toujours extrêmement bien placé, mais je sais pas si je l'ai jamais vu aller gagner, en fait, faire ses podiums, etc. Pour moi, c'était vraiment pas des coups de chance, mais des coups d'éclat vraiment. Je le pensais vraiment pas capable d'aller beaucoup plus loin. Il m'a jamais énormément fait rêver, David Gaudu, là-dessus, et je trouve qu'il a son niveau, il crée énormément de frustration, et justement, je pense que aussi je me détache un peu de ça parce qu'on peut pas être frustré par ce coureur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a surperformé une fois sur un Paris-Nice où il nous a fait rêver, c'est vrai. Mais c'est pareil, pour moi, c'est pas un des grands coureurs, même français du siècle. Et alors, on le met en avant parce que c'est un peu notre seul espoir ces dernières années sur les grands tours, mais disons que c'est plus une déception pour moi qu'un champion en manque de victoire, je dirais. Ouais, je le mets pas assez haut dans ma tête. J'entends, ouais. Je le mets pas assez haut dans ma tête comme un mec dont je vais parler très rapidement là pour pour le mettre là. Mais oui, c'est sûr que dans tous les cas, en tout cas, c'est sûr que c'est une déception, quoi, David Gaudu. Oui, c'est une déception. Je trouve qu'en 2019, il renvoie quand même l'image d'un top coureur, quoi. Oui, Franchement, mais Oui. en fait, c'est plus une déception par rapport aux espoirs qu'il a amenés en étant jeune, je trouve, que vraiment un mec qui a été un champion de ce siècle et à qui il y a eu la loose. Je sais pas comment dire, mais aujourd'hui, en tout cas, quand j'analyse sa carrière, je me dis que finalement,
On l'a peut-être placé un peu trop haut, par rapport à ce qu'il pouvait faire aussi David Gaudu. D'accord avec C'est vrai toi, que maintenant Dessia. il est pas aidé par ses chutes, mais tu vois, je sais plus quand j'avais réécouté ce qu'on se disait. On avait fait la preview du Dauphiné 2023. Et je me souviens qu'on l'avait tous annoncé comme étant le principal challenger de Vingegaard sur le Dauphiné 2023 parce qu'il y avait eu son Paris-Nice et voilà. Et je me demande s'il y a ce Paris-Nice finalement, les attentes qu'on a eues, ils ont pas un peu créé de trop d'attentes après David Gaudu alors que finalement c'est pas un coureur tout simplement aussi fort que ce qu'on peut penser, voilà. Mais D'accord, ça. Mais en tous les cas, bah là, la loose, elle lui colle aux fesses ces derniers temps. Ça, Surtout, par contre, on peut pas lui retirer. En fait, moi, je trouve aussi qu'il s'est gâché son image aussi. Il avait comme tu l'as dit, Poppy, au début, en fait, il avait cette image de coureur sympathique au début, et maintenant, en fait, il y a quand même peu de personnes dans le cyclisme français qui l'apprécient parce qu'il a des sauts d'humeur et parce que il dégage quelque chose de très énervé, en fait, en course et pas seulement en course aussi. Comme s'il y avait énormément de frustration aussi. On a fait le tour sur David Gaudu. Ouais. Et ben, écoutez, moi, je vais donner mon 4e et je vais rester du côté tricolore puisque j'ai mis Romain Bardet en 4e place de mon classement. J'ai mis 4e. Ouais. Vous l'avez mis? 4e, ok. Ouais, moi je l'ai mis. Ouais. Plus haut. Moi, il est plus haut. Je l'ai mis 4e. Ouais, Romain Bardet, c'est un immense champion. C'est sûrement le Français sur les grands tours le plus consistant du siècle. Il y a pas à dire. Et pourtant, à côté, voilà, il y a pas de victoire, quoi. Il y a des étapes sur le Tour de France. Alors, il en a 4. Mais je pourrais dire aussi qu'un Pierrick Fédrigo a 4 victoires sur le Tour de France, ou qu'un Chavanel ou Sandy Cazard, il doit en avoir 3 ou 4 aussi. Et puis derrière, en fait, il y a beaucoup de, voilà, il fait 2e du Tour, derrière Chris Froome. Il fait 3e du Tour, l'année d'après en 2017, pas l'année où enfin on se dit que il est trop fort sur un grand tour, le Giro 2022. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il nous avait fait une grosse impression sur une étape. D'un coup, on nous annonce Bardet à abandon et il disparaît totalement parce qu'il est malade. Ouais. Grosse lose à ce moment-là. Mais 2e des championnats du monde. Pour moi, c'était aussi le plus fort des championnats du monde 2018. Et puis, au sprint, il peut pas gagner parce qu'il lui manque un chouïa pour distancer Valverde dans la montée. Et forcément, au sprint, il se fait taper. 2e d'un Dauphiné en 2016 qu'il aurait dû gagner, mais il a voulu jouer avec Thibaut Pinot et finalement il a perdu ce Dauphiné face à Froome alors que je pense qu'il avait largement les moyens de gagner. 2e de Liège-Bastogne-Liège, mais on sent qu'il pouvait pas aller plus haut l'an dernier. Donc voilà, Romain Bardet, c'est énormément de places de 2e, de 3e pour peu de victoires, alors que j'ai l'impression que chaque année il était au rendez-vous, que voilà, il nous a jamais vraiment trop déçu, en tout cas sur le niveau physique, Romain Bardet, mais il lui a toujours manqué quelque chose. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pas mis plus haut, moi, c'est parce que le niveau par rapport au premier, par rapport au mec qui l'a battu, il s'en est jamais assez approché. Quand il fait 2e du Tour de France en 2016, il fait 2e, mais honnêtement, il était à des années-lumière d'un Chris Froome. Quand il fait 2e de son Liège-Bastogne-Liège, il est loin derrière Pogacar, donc il est toujours battu par un mec qui est plus fort que lui, tandis que les 3 premiers de mon classement, c'est des mecs qui auraient pu et qui auraient dû gagner les courses qu'ils n'ont pas gagnées. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu en dessous. Mais c'est clair que Romain Bardet, à la fin, quand tu te dis que Jay Hindley a gagné un Giro, quand tu te dis que Oliver Zog a gagné un monument, enfin voilà, tous ces mecs finalement à la fin, je vais pas dire qu'ils ont un palmarès plus gros que Bardet, mais quasi quoi. Donc Haroux qui a gagné un grand tour, tous ces mecs qui ont gagné des grands tours ou des Maxime Iglinski, il a un monument quoi. Voilà. Geoghenaert. Non mais voilà, Geoghenaert il a un Giro et Romain Bardet il a pas tout ça. Donc c'est terrible pour Romain Bardet si on fait les comptes à la fin. Il y a pas de grande victoire, donc je comprends que vous l'ayez mis plus haut. Au début je l'ai mis aussi beaucoup plus haut et après je l'ai un peu descendu, mais il est typiquement dans cette vision de l'énorme champion sans victoire, Romain Bardet, mais je pense que vous allez encore mieux en parler après. Et on rentre sur le podium, les gars. Qui est-ce que Loïc t'as mis sur la 3e marche? Sur la 3e place, moi c'est quelqu'un qui m'a, c'était une des premières vraiment images aussi choquantes pour moi dans le cyclisme. Ça a été Steven Kruijswijk qui sur son Giro. Pour moi, c'était vraiment cette chute sur le Giro 2016.
Enfin, il me semble que, alors il avait, Changer, je pense. il me semble, il y avait 3 minutes d'avance quand il tombe comme ça. Et il est seul avec Nibali en tête de course. Il finit par, il perd 4 minutes sur l'étape. Mais surtout, t'as l'impression que c'est une carrière qui joue sur un virage, quoi. C'est ça qui est le plus choquant parce que derrière, t'as l'impression que ça l'a complètement détruit. Enfin, psychologiquement et derrière, en fait, sur les grands tours, il fait des places, il est placé à chaque fois. Il fait 3e du Tour de France en 2019. Il fait 4e du coup de ce Giro. Il fait 5e du Tour de France en 2018. Il finit. Enfin, il est toujours extrêmement bien placé, mais en fait, t'as l'impression qu'il avait vraiment le potentiel d'aller gagner les grands tours, etc. Et finalement, il gagne aucune étape. Il finit deuxième. Il finit deuxième plusieurs fois. Il finit 3e sur le Giro 2 fois. Il a aucun punch. Il n'arrive pas à gagner l'étape. Et en fait, c'était un potentiel qui était tellement immense. Mais moi, l'image de le voir tomber dans la neige comme ça, c'est une chute ultra impressionnante et c'est une carrière qui s'est jouée en fait. Et même pas, c'est même pas une chute qui le blesse ou qui lui fait extrêmement mal. C'est que psychologiquement, il se prend un mur littéralement, quoi, un mur de neige. Ouais, l'image est parfaite. Ouais. J'ai pas plus à dire. T'as une carrière qui s'est jouée sur une chute. Voilà, il aurait dû gagner ce Giro. Il était immensément fort. Il est pas fini sur le podium et derrière, voilà, il y avait quoi, une 3e place sur le Tour de France 2019 derrière. Mais ouais, j'ai quasi pas d'image de Steven Kruijswijk qui gagne une course, hein, donc. Il a pas gagné, je crois. Hein. Je crois qu'il a, ouais. À part sur un truc méconnu, je crois qu'il a aucune victoire d'étape, quoi. Il a rien. Ici, il a une victoire sur le Tour de Suisse, une victoire d'étape, mais ouais. Sinon... oui. En 2011, ouais, au début de sa carrière. Très longtemps, ouais. Non, mais c'est clair que c'est un Wilco Kelderman plus quoi, voilà, grosso modo. Mais ouais, chute. Moi aussi, ça m'avait marqué cette chute, donc je suis d'accord. Poppy, à toi. Ouais. Du coup, moi, j'ai mis en 3e. Alors après, c'est encore une fois énormément de l'affect et j'ai mis Pierre Rolland en 3e. Je comprends aussi, ça se rapproche de Gaudu dans le sens où ça peut être aussi une déception. Mais en fait, Pierre Rolland, c'est un mec qui, pour moi, aurait pu peut-être pas gagner les grands tours. Parce que voilà, il y avait quand même une classe d'écart entre lui et les fantastiques. Mais clairement, il a tellement de résultats en deçà de ses capacités, je trouve, sur les grands tours. Déjà, Pierre Rolland, il y a 0 maillot à pois sur le Tour de France. Et ça, c'est une énorme anomalie pour moi parce que c'était vraiment... Si je pouvais associer le maillot à pois à un coureur français, ce serait clairement Pierre Rolland et il l'a jamais eu. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a ce Giro 2014 où Pierre Rolland avait l'air, mais il était tellement fort, il était tellement bien sur ce Giro 2014. Alors oui, il manque quand même quelque chose pour aller battre les grands champions à la pédale et notamment Quintana. Mais je le trouve quand même vachement fort. Il a des défauts dans le contre-la-montre, on le sait, et ça lui coûte très très cher en général. Et derrière aussi Pierre Rolland, donc il y a ce Giro 2014, on est quand même 3 ans après son maillot blanc sur le Tour de France, qui est clairement la révélation de Pierre Rolland, où il met une mine exceptionnelle et où il cloue l'étape pourtant à Alberto Contador, qui était extrêmement revanchard sur ce Tour de France-là. Et je le trouvais très très fort, et je me suis dit, bah si il a le niveau d'un Contador sur cette étape, franchement, Pierre Rolland, pourquoi pas pouvoir... il avait pas froid aux yeux, et je me suis dit, c'est clairement un coureur qui peut aller se battre et aller faire les choses. En plus, on avait eu le coup Vauclair avant, qui pouvait donner des ailes, et derrière, Pierre Rolland, il a juste un top 10 sur le Tour de France, et c'est son meilleur résultat, quoi. Et je trouve que c'est des résultats qui sont bien trop en dessous de ses capacités, et il a jamais eu vraiment, je trouve... il a toujours eu un coup où il était moins bien, où il était un cran en dessous, etc., etc. Et pourtant, ce Giro 2014, où il est clairement dans une forme exceptionnelle, et je pense qu'il était dans la forme de sa vie à ce moment-là, ce Giro 2014, il est clairement de bon augure pour la suite, et on se dit qu'avec un niveau comme ça sur d'autres courses, Pierre Rolland, il peut clairement aller chercher, pourquoi pas, les podiums de grand tour, même avec son défaut de contre-la-montre. Et pourtant, ça le fera pas, et Pierre Rolland finira jamais sur le podium d'un grand tour, et moi, c'est une énorme frustration. Il est pas loin en vrai, hein, mais ça n'a jamais fait. Et voilà, si c'était un petit peu meilleur rouleur, si il avait peut-être été dans une équipe un peu différente, parce que certes Europcar et ensuite c'est chez Garmin qu'il a été, ça fait pas forcément rêver.
voilà, mon Pierre Rolland, j'avais quand même beaucoup, je le trouvais extrêmement fort, extrêmement aérien, un coureur qui était l'archétype même du grimpeur dans son profil et sa dégaine, et une capacité aussi d'animer les courses et de rendre les courses captivantes. C'est pas pour rien que le truc qui lui colle à la peau, c'est l'attaque de Pierre Rolland, et pourtant ça ne fait pas. Je me souviens d'une image aussi où Pierre Rolland est à l'avant avec et qui se fait reprendre par Rui Costa, et derrière Rui Costa le lâche complètement dans la montée, et je me dis bah voilà, Pierre Rolland, il lui manquera toujours des choses en plus, parce que bah il a toujours été face à lui-même, et c'était trop difficile. Et ouais, moi j'ai pas mal de raisons. Alors peut-être troisième c'est haut, mais ça m'a quand même pas mal marqué dans ma jeunesse. Voilà. Pierre Rolland, je l'ai mis troisième. Et ben, vas-y Loïc. Ah, vas-y, tiens, vas-y. Ben, moi, je retiens surtout sa magnifique victoire à l'Alpe d'Huez en Ah 2011. J'avoue que, je suis moins attaché au coureur, donc peut-être que je l'ai vécu Oui. différemment, mais moi surtout, ouais, c'est l'image que j'ai de Pierre Rolland, quoi. C'est cette victoire en 2011 où il lâche Sanchez, il lâche Contador, enfin, pour moi, il gagne l'étape, peut-être l'étape la plus mythique que j'ai jamais vue sur le Tour de France. C'est la plus belle étape du Tour que j'ai jamais eu à voir, donc j'avoue que je retiens surtout ça. Après, effectivement, je sais pas comment dire, mais la vision que j'ai de Pierre Rolland, c'est celle-là, donc j'en fais pas trop un loser entre guillemets. Donc je suis d'accord avec tes arguments, mais moi ce sera toujours cette victoire que je retiendrai, parce que c'était juste Ouais, je comprends. incroyable. Enfin, l'étape était juste monumentale, enfin bref. Mais oui. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses. Mais tu vois, après ça, te se dire qu'il y a rien, c'est quand même. Oui, c'est Ouais, clair bah, que là, c'est une grosse je sais pas déception. Après. je sais pas s'il a pas aussi, moi je l'ai jamais vu aussi aller chercher tant de victoires que ça, et pour moi il a surperformé sur certains moments, mais c'est pas forcément l'image d'un loser. Et puis surtout dans un surperformeur sur beaucoup de moments, et je retiendrai aussi un peu sa fin de carrière qui a été un peu dommage, et c'était quand même une belle figure du cyclisme français qui est parti un peu de façon un peu moche, mais c'était surtout ça, quoi. La fin du sponsor, mais ouais, je comprends que c'est l'image de 2011 qui colle à Pierre Rolland aussi, mais du coup, tu vois, je me dis comment un mec qui a réussi à battre Sanchez, qui a été champion olympique, et Contador qui a gagné de multiples grands tours sur une étape comme ça, surtout Contador, c'était un peu sa dernière cartouche qui pouvait tirer, quoi, sur ce Tour de France. Et comment un mec on passe de ça à un mec qui finalement n'aura jamais eu de maillot à poids, n'aura jamais fait mieux que 8e au Tour de France, et qui aura manqué le podium de grand tour, d'un podium de grand tour de peu. Donc ouais, moi j'ai quand même beaucoup de regrets, et je le catégorise quand même comme un loser, quoi. Il était souvent à l'avant dans les échappées, tu vois, il était toujours à se battre, même sur le Tour de France, je crois que c'est 2013, où il a le maillot à poids, on a la dernière étape de montagne, et son DS vient le voir et lui dit voilà, si Froome fait pas mieux que genre troisième, tu gagnes le maillot à poids. Et t'entends dans la radio, bah Froome joue l'étape. Bah ouais, bah c'est fini, quoi. Pierre Rolland perd le maillot à poids. Enfin, tu vois, là ça collait grave au contexte de loser. Il a essayé de l'avoir, de le porter, de l'avoir ce maillot à poids, mais il a jamais réussi à le gagner. Et pour moi, ça correspond quand même à un champion qui finalement était quand même un loser, quoi. Tu veux que je te dise pourquoi c'est un vrai loser, Pierre Rolland? Parce qu'il portait le maillot à poids du haut en bas, il avait le casque à poids, il avait on a déjà eu ce débat, hein. Le vélo à poids, les chaussures à poids, le vélo à poids, le cuissard à poix. Non, c'est magnifique. Moi c'est rien que ça en fait un loser. J'accepte pas. T'es méchant. Ça je peux pas accepter. Pour moi c'est bien. Moi, j'accepte aussi. Je vais vous remettre une photo là sur le podcast sur YouTube de Pierre Rolland. Vous allez dire si vous validez ça. Moi, je valide absolument pas. Ah, non. Si, moi je valide le style. C'est magnifique. Ouais, voilà. Mais bref. Non, mais très bien. Pierre Rolland, troisième de ton classement. Moi, je vais aller vite sur mon troisième. J'ai mis Alexandre Kolobnev. Je sais pas si c'est un coureur qui vous parle beaucoup. Non, ouais. Mais Kolobnev, alors il a à son actif d'être quand même le premier vainqueur de l'histoire des Strade Bianche en 2007. Mais derrière, à part ça, pour moi, c'est typiquement le loser. Il fait quand même 2 fois deuxième des championnats du monde, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième de la Classica Saint-Sébastien, 2 fois deuxième du Grand Prix du Rhin, troisième des Jeux Olympiques, troisième du Tour de Lombardie, deuxième du Tour des Mini. Voilà, il y a jamais de victoire. Il y a que il a un nombre sur les grandes classiques
Il a quand même des podiums sur les monuments, 2 podiums sur les 2 deuxièmes places sur les championnats du monde. Cette deuxième place à Liège-Bastogne-Liège en 2010, on s'en souvient, il arrive avec Vinokourov et puis t'apprends après que Vinokourov lui a donné de l'argent pour qu'il le laisse gagner. Enfin voilà, alors c'est pas un champion du siècle, je suis d'accord, Kolobnev, mais en termes de deuxième place, le mec aurait pu gagner tellement de courses et finalement on le retient pas aujourd'hui parce qu'il a fini deuxième tout le temps. Mais il a quand même fini à des podiums sur les JO, les championnats du monde, 3 monuments, la classique San-Sébastien, donc voilà. Et à la fin de sa carrière, il a cette première édition d'Estrade Bianche, une étape de Paris-Nice, donc moi je l'ai mis là parce que quand même sur ses résultats, ça faisait vraiment loser ultime quoi, Kolobnev. Il avait complètement quitté mon esprit. Non, mais il a rien on gagné. s'en souvient par rapport à Estrade Bianche, mais évidemment, ça marque. Même en tant que premier gagnant d'Estrade Bianche, on se souvient pas tant de ça que de lui. Hein. Bah, moi je l'ai mis. Enfin, au début, je voulais le mettre dans mon classement plus bas parce que je me suis dit putain, il y a ce truc quand même de Liège-Bastogne-Liège et puis voilà. Et puis après, j'ai découvert tous ces résultats et je me suis dit putain, mais le mec, il a fait deuxième de toutes les plus grandes courses quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans mon classement parce que finalement tu passes à une place près d'une carrière qui serait incroyable et finalement on t'a complètement oublié aujourd'hui. Voilà, belle, ça marchait bien je trouve dans le classement. Allez, on avance sur la deuxième place. Qui est-ce qui loupe, Loïc, chez toi la victoire de peu? Moi c'est Monsieur Bardet, hein, Romain. Pour moi, c'est cette image de loser, c'est cette image c'est tellement d'espoir à chaque fois et en même temps, il est tellement fort et c'est un coureur que j'apprécie tellement. Mais c'est ces championnats du monde où il finit deuxième. Il y a tellement de moments où il finit deuxième. À chaque fois là, même selon son Giro actuellement, c'est une belle image de la carrière de Romain Bardet. Quoi. C'est à chaque fois aller se faire battre sur la ligne. Aujourd'hui, il se fait battre. On a tellement d'espoir et il se fait battre par Del Toro. Chaque fois il y a un problème quoi, donc bon Poppy, toi tu as encore plus d'affect que moi, donc je vais te laisser en parler aussi. Ouais, moi je l'ai mis un peu plus haut, donc voilà, on parlera après. Et vas-y Poppy du coup. Moi en deuxième j'ai mis du coup Michael Matthews. Comment on a créé cette émission pour lui quand même. Ouais, comment... si vous voulez, on peut en parler, parce que c'est votre premier, je suppose. Moi, ce sera mon premier, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, du coup, on peut en parler tous ensemble, je pense, de Matthews, mais comment un mec aussi fort, aussi à l'aise, sur un vélo, il a tout, comment il peut avoir un palmarès si minuscule? Et même son maillot à poids, même son maillot vert du Tour de France, en soi, il le gagne parce que Sagan est déclassé. Enfin, Sagan est exclu de la course. C'était Kittel qui il le mérite pas, ouais. Je sais plus. C'était pas Kittel qui était... Non, c'était Sagan qui a été disqualifié. Okay. Sagan se fait déclasser parce qu'il pousse Cavendish. Ah oui, c'est vrai. Le maillot vert. Ouais. Et du coup, c'est ouf de se dire, en fait, tu gagnes un maillot vert parce que le spécialiste se fait littéralement éjecter du truc, quoi. Et Michael Matthews, moi, je le retiens en tant que... C'était un excellent sprinter, mais il était toujours battu par d'autres gars. C'était un mec qui avait un punch aussi ultra costaud. Il y avait toujours des mecs qui le battaient. Et finalement, sur des courses qui étaient taillées pour lui, à l'exemple de Milan-San Remo, Michael Matthews, c'est trop de top 10, c'est trop de top 2, c'est trop de podium, et pas assez de victoires, quoi. Je pense que c'est le coureur le plus fort du 21e siècle. Avec si peu de victoires majeures, enfin, c'est quand même fou de se dire que Michael Matthews, son palmarès, il est rempli de podiums et de deuxième place. C'est fou. Enfin, genre, je sais pas, il y a tellement de trucs à dire que si quelqu'un d'entre vous veut reprendre la main, mais voilà, c'est l'image de Michael Matthews, moi, que j'ai. Moi, c'est l'image de. C'est tellement de potentiel, comme tu disais, et oui, ce maillot vert gagné par chance, parce que je sais pas s'il le mérite vraiment. Enfin, pour moi, ce maillot vert, il rentre même pas dans son palmarès, et son palmarès est tellement léger, et tu le vois, mais à chaque fois, il y a un problème. Il rate à chaque fois le podium, où il y a toujours un truc. Sur le Milan-San Remo de l'année dernière, par exemple, où il finit deuxième, il y a toujours.
fait, il y a toujours un truc où au dernier moment, il va finir deuxième ou troisième ou un truc comme ça. Et par rapport au potentiel du coureur, c'est ouf, quoi. Et moi, c'est Milan-San Remo qui me, enfin, pour moi, c'est le coureur parfait pour ça. Et à chaque fois, il y a un problème, quoi. Et il gagne tellement peu par rapport à ses capacités. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Ah, mais cette émission, elle a été faite pour lui, hein. Franchement, c'est un immense champion, Michael Matthews, mais en termes de palmarès, c'est si décevant. Il y a aucun monument, il y a aucune grande classique. Alors oui, il y a 3 fois Québec, et il y a Plouay, mais par rapport au nom qui est Michael Matthews, non, moi, j'ai souvenir de cet Amstel 2015 où Gilbert, il est monstrueux à chaque fois sur l'Amstel et il place son attaque Gilbert dans le Coberg. Et Matthews, il arrive c'est le seul, hein. C'est le seul, il arrive à le tenir jusqu'en haut. Et là, on se dit, il reste 2 kilomètres, là, les 2 kilomètres de plat après le Coberg, Matthews, il va gagner. Il y a un regroupement, ils sont une dizaine. Matthews, c'est le seul sprinter qui est là. Et il a tenu Gilbert quand tout le monde a cédé. Et puis, il y a Kwiatkowski qui lance le sprint, Matthews dans sa roue. Et puis, Kwiatkowski, il va gagner. Matthews, il fera même 3e derrière Valverde, je crois. Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible non, c'est incroyable. Et puis, ouais, effectivement, Puis deuxième au championnat du monde cette année aussi. Ouais, non, mais deuxième du championnat du monde. Enfin, il manque toujours quelque chose. Il est tombé sur des champions générationnels, des Sagan, des Pogacar, des Van Der Poel, etc. Enfin voilà, il nous aura tout fait, Michael Matthews. Sur Milan-San Remo, il a toujours eu plus rapide que lui. Je trouve aussi qu'il a toujours été ainsi un peu. C'est un teigneux, Michael Matthews, mais il a toujours été un peu frileux. Je trouve il a souvent attendu le sprint là où il aurait pas dû le faire. Par exemple, une des plus belles victoires qu'il a, c'est sur le Tour de France 2022 où il bat Bettiol là au sommet de Mende là. Magnifique victoire pour le coup de Michael Matthews, mais là on a vu un Michael Matthews offensif, on a vu un Michael Matthews battant, et moi j'ai souvent aussi l'image de Michael Matthews qui attend le sprint alors qu'il était toujours barré par un mec. Donc ouais, mais voilà, c'est l'histoire de la carrière de Michael Matthews. Alors on désespère pas, hein. Il a 34 ans, il a failli gagner son Remo l'année dernière, il est toujours là. Peut-être qu'il y aura cette grande classique, ce monument avant la fin de sa carrière, mais ouais, sinon c'est le plus gros loser, hein, Michael Matthews, il y a rien à dire. Enfin, voilà, je pas plus à dire que vous, et même la loose. C'est la loose. C'est pas assez. C'est la loose, hein. Et même aussi il y a un truc qui lui colle aussi, en plus de San Remo, c'est les mondiaux, hein. Les mondiaux, ça, c'est fou. Un coureur comme Michael Matthews n'a jamais été champion du monde. Il est quand même, il est combien, 3 ou 4 fois sur le podium, je crois, des championnats du monde, hein. Ah bah ouais, ouais, très comme ça. souvent, en 2022 il y est, en 2017 il y est, et puis en 2015 il y est. Non, il a été très très souvent, donc ouais, c'est une grosse déception, mais voilà. Donc Michael Matthews, deuxième pour toi, Poppy, et du coup premier pour Loïc et moi. Rapidement, avant de te laisser la parole pour conclure l'émission sur Bardet, moi je donne le deuxième derrière Matthews. Pour moi, j'ai mis Rigoberto Urán. Finalement... Ah, t'en avais mis 2 du coup. Pardon ? T'en avais mis 2 du coup. Une petite. Non. Le deuxième. Ah non, ah oui, d'accord. Pardon, j'étais non, j'ai mis Urán deuxième de. Il peut y avoir personne qui gagne ce classement, non ? Ils sont toujours deuxième. Exactement. Non, mais Rigoberto Urán, il fait 2 fois deuxième du Giro, il fait deuxième du Tour de France, il fait deuxième des Jeux Olympiques. Et moi, j'ai cette image de Rigoberto Urán aux Jeux Olympiques 2012 avec Vinokourov dans sa roue. Urán, c'est incompréhensible, franchement. Il regarde à gauche, mais à 200 mètres du sprint, il regarde à gauche et pendant ce temps-là, Vinokourov, il part tranquillement à droite. Et Urán, quand il réagit, mais Vinokourov, il est déjà 10 mètres devant. Tu fais, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais comment tu peux perdre cette course ? Non, c'est Rigoberto Urán, j'ai l'impression qu'il il a un Grand Prix de Québec. Il a une étape du Tour de France, là, qui gagne devant Barguil en 2017. Mais sinon, c'est un mec qui a toujours été placé pour moi. Et quand même, quand il fait 3 fois deuxième de grands tours, dont 2 grands tours différents, c'est quand même quelque chose, mais il manquait toujours quelque chose à Rigoberto Urán. Donc, mais au-delà de ça, pour moi, ce qui m'a fait vraiment me le mettre deuxième, c'est cette image sur les JO, hein. C'est vraiment comment tu peux... Alors, qu'il n'ait pas gagné face à Vinokourov, c'est une chose, qu'il aurait pu perdre à la sprint à la Loyale,
mais c'est pour moi un des plus grands fails de tous les temps en cyclisme. Le mec, je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. J'ai même pas envie de savoir si c'était réglo ou pas, mais ça me semble invraisemblable d'avoir fait 200 km, 250 km de course pour perdre comme ça aussi bêtement. Enfin, Mais oui. surtout qu'Uran, c'était un mec rapide au sprint, donc il avait ses chances. Et non, là, c'est la lose ultime. Là, c'est vraiment la lose ultime. Et Vinokourov qui, après ce truc de 2010 avec Kolomnev, il a encore gagné un sprint un peu bizarre. Bon, bref, je sais pas comment ça s'est fini cette histoire, mais c'est tellement bizarre ce sprint de Uran. Ouais, je sais pas si moi ça vous avait marqué à l'époque, mais moi beaucoup. Je me suis dit c'est pas possible. Non bah ouais, Uran, c'est l'abonné aux deuxième place sur les grands tours et au podium et c'est vrai que c'est JO avec Vinokourov où je pense qu'il avait clairement bien plus que ses chances. Je comprends. Enfin, je pense que quand on regarde les images, c'est pas possible. C'est J'ai invraisemblable. l'impression que c'est presque fait exprès pour qu'il soit deuxième. C'est ouais. C'est vraiment cette image-là. C'est la loose quoi. Mais voilà Ouais. donc Uran, C'est la grosse loser. deuxième de mon classement, un bon loser du siècle aussi. Et bah Poppy, on va te Ah laisser bah du ouais. coup clôturer l'émission sur Romain Bardet, ton Bardet. coureur oui. préféré. Pourquoi est-ce que tu l'as mis loser du siècle? Bah, Romain Bardet, pour moi, c'est le loser du siècle devant Michael Matthews. C'est un coureur, Romain Bardet, qui n'a pas de palmarès. Il n'y a pas de palmarès. Même son maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France 2019. Ah, finalement, quand on voit la tête du maillot à poids de Romain Bardet, c'est comme s'il l'avait pas gagné. Hein. Il est clairement absent sur ce Tour de France 2019. Il est complètement à la dérive. Il récupère un maillot à poids un peu sorti de nulle part et même pas virevoltant, quoi. C'est pas un maillot à poids à la Fortunato sur le Giro cette année où il est tout le temps à l'avant, il anime les étapes, etc. Là, c'est un maillot à poids où il est complètement à la ramasse, quoi. Et puis Romain Bardet, bah c'est l'abonné au podium, c'est toujours présent mais jamais assez, quoi. Il avait des gros déboires sur le chrono, on le sait, et il a failli perdre sa place sur le podium sur le Tour en 2017, je crois, ça se joue à quelques secondes justement avec Quintana, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ouais, Bardet, c'est plusieurs fois sur le podium du Tour. C'est ce Giro 2022 où clairement il est potentiellement dans une forme exceptionnelle et avec des si, comme on le dit, on peut refaire le monde. Mais franchement, Bardet il avait peut-être largement le niveau de Jay Hindley sur ce Giro et pourtant Jay Hindley a gagné le Giro. Il y a aussi des podiums de monuments, mais c'est un coureur qui a été tellement fort, tellement damné. Et finalement, bah, le palmarès, il est absent. Pour Romain Bardet, c'est un coureur qui a moins de palmarès que. Il y a tellement de coureurs qu'on pourrait citer qui ont plus de palmarès que Bardet. Même Oliver Zog a plus de palmarès que Bardet. Même, je sais pas, des coureurs comme. Des coureurs très très bons. Ryder Dans ma liste, Ejdal. par exemple. Ryder Ejdal a meilleur palmarès que lui. Tous ceux qui ont gagné sur Grand Tour, tout simplement. Ouais, Carlos tous ceux qui ont gagné sur le Grand Sastre, Tour, mais. Ouais, puis même des mecs qui n'ont pas forcément des victoires sur le Grand Tour, mais tu vois, un Thomas Voeckler a un meilleur palmarès que Romain Bardet. Alors oui, Ouais. Thomas Voeckler, c'est peut-être différent, mais sur le Grand Tour, limite Voeckler, bah, il a porté Mathieu le maillot Heyman. jaune plus longtemps, etc., tu vois. Mm. Et puis, bah, Bardet, il manque, alors au moment où on enregistre l'émission, le Giro est pas fini, mais il manque ses 3 victoires sur les 3 grands tours. Enfin, ses victoires sur les 3 grands tours, pardon. Il n'y a pas tant de victoires d'étape que ça. Enfin, il est toujours là, mais il gagne jamais, en fait. Il est toujours battu par quelqu'un, même quand on voit là aujourd'hui au Giro, c'est crève-cœur, quoi. Il fait tout parfaitement, on le disait avec l'équipe. Il fait tout parfaitement et il gagne pas, quoi. C'est horrible, même quand il part avec Cherel sur le Tour de France, là, il manque de tomber, quoi. Donc il manque vraiment de passer à pas grand-chose, d'être un pur loser encore une fois. Franchement, ça fait mal au cœur. Alors certes, après, comme tu l'as dit, Titien, et je suis d'accord avec toi, il a toujours manqué le petit truc pour être plus fort qu'un Froome, pour être plus fort qu'un Geraint Thomas, etc. Il a toujours manqué un petit truc. Mais quand on le voit sur Peragude, je pense que ce petit truc, il l'a quand même. Et il aurait pu peut-être avoir un petit peu plus. Et en tout cas, le palmarès lui rend absolument pas hommage, tu vois. Je me dis quelqu'un qui connaît pas Bardet et qui va aller sur la page PCS ou Wikipédia ou je ne sais quoi, regarder le palmarès de Romain Bardet, il va faire oh oui bah Bardet c'est un petit coureur quoi.
Alors que pourtant, on parle du coureur français le plus présent sur les grands tours du 21e siècle. Et il y a pas pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est des meilleurs résultats que Thibaut Pinot, c'est des meilleurs résultats que Christophe Moreau. Ouais, voilà. Mon Romain Bardet, pour moi, c'est le loser de ce siècle, quoi. Même devant Matthews. D'ailleurs, Matthews, il a quand même un peu de résultats. Ah, mais Matthews, il a quand même un peu de résultats, tu vois. Non, mais Bardet, il a aussi un peu de résultats. Il faut. Enfin, il gagne quand même beaucoup d'étapes. Il gagne des étapes. Mathieu, il gagne quand même des courses, quoi. C'est quand même Bardet, oui. Bardet, c'est une belle image aussi. Enfin, tu vois, par exemple, le LBL de l'année dernière, où en fait, il finit derrière Pogacar, et en fait, tu te dis, il est plus fort que le reste. Il y a juste Pogacar pour le battre, et en fait, il tombe aussi à chaque fois devant plus fort que lui, quoi. Ouais, bon, après, il gagne le Tour des Alpes aussi, et... Enfin, ouais, je sais pas. J'ai clairement. Après, il y a aussi beaucoup l'affect qui parle et la déception de l'avoir jamais vu peut-être gagner un grand tour, mais tu vois, ça reste quand même pour moi un gros loser. Mais après, c'est très dur de classer des coureurs comme ça, même des mecs comme Matthews et tout, c'est extrêmement dur de les classer parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, moi, c'était Romain Bardet, mon numéro uno. Ouais, bon, en tout cas, on avait une tendance quand même. On avait un peu ces 2-3 mêmes coureurs en tête de liste. Donc, c'est quand même des coureurs qui nous ont marqués par leur côté. C'est des vrais champions, mais en même temps, voilà, il leur a manqué quelque chose pour faire plus. Et les gars, je vous propose de conclure parce qu'on est quand même à quasi 2 heures d'émission. On va battre des records du plus long écrase les pédales, je pense. Mais c'est vrai que c'était assez sympa comme émission. Voilà, ça changeait, ça a permis. Et je crois que c'est le classement le plus différent qu'on a, mine de rien, même si on a quelques coureurs qui se retrouvent au sommet, au top pour la première, deuxième et troisième place. Sinon, c'était assez différent, donc c'était assez sympa. Je pense qu'il y a des coureurs qui nous ont marqué, d'autres qui nous ont moins marqué. On n'avait pas forcément partout la même vision de ce que c'était un loser ou pas. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce petit moment avec vous, comme d'hab. C'était vachement ça. Ah, c'est trop cool. Merci, c'était vraiment très chouette. Et écoutez, en tout cas, ce qui est important aussi, c'est que vous qui nous écoutez, vous appréciez ces moments, dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez-nous également votre classement, quel est votre top 10 des grands coureurs sans grande victoire, des losers entre guillemets, même si ce terme est pas très sympa parce que c'est quand même des sacrés champions, mais voilà, donnez-nous un petit peu dites-nous ce que vous en pensez, et puis évidemment, Écrase les pédales va continuer, hein. Voilà, on va arriver dans la partie Tour de France, etc. Mais il y a un Écrase les pédales sur un autre un coureur actuel très connu qui devrait arriver avant le Tour de France, donc restez connectés. Et puis si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans Écrase les pédales, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, on va essayer d'en faire encore quelques-uns, et puis il y aura toujours l'intersaison dans quelques mois pour en faire un petit peu plus à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien évidemment, parce que ça également, ça nous fait remonter, ça nous apporte plus de visibilité, ça nous fait gagner toujours plus d'abonnés, donc ça nous soutient. On est super content cette année, ça a vraiment décollé Radio Fringale, donc on en est super ravis. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour cette belle émission. Et puis il fait beau, les gars, donc on va sûrement aller faire du sport, on va sûrement aller rouler. Bon, en tout cas, ça va être le cas demain, donc j'espère pour vous aussi que vous allez retourner rouler. Et si c'est le cas, pensez bien sûr à vous alimenter parce que la fringale guette. Allez, merci à tous et ciao. Des bisous. Des bisous à tout le monde et allez Romain Bardet.